Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 5 mars 2025 et c'est l'épisode 401. C'est probablement la première fois qu'on vous autorise un accès à ce chiffre 401. Alors, Alexa Plus arrive et sera mieux qu'Alexa. C'est en tout cas la promesse que nous fait Amazon. On a une fois de plus une nouvelle fournée de modèles à vous partager avec des actualités derrière les intelligences artificielles, avec GPT 4.5, des évolutions dans les services ChatGPT, Grok 3 avec l'interface vocale qui évolue aussi. Quelques affaires à vous relayer entre les musqueries du moment et aussi ce qu'on pourrait qualifier de maladresse sur les conditions d'utilisation de votre navigateur chouchou Firefox. On a même quelques éléments matériels à vous partager avec des nouveaux iPads, quelques annonces sélectionnées depuis le Mobile World Congress. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste, et je retrouve cette semaine Cassim Montilla, journaliste chez Frandroid, gamer, un podcasteur de renom. Salut Cassim, comment vas-tu ? Ça va très bien, et j'étais en train de me demander si vous alliez avoir un épisode 404 du coup, ou si vous alliez sauter ce numéro. Et je me pose la question, c'est vrai que quand j'ai rigolé avec ce 401, je me suis dit mais est-ce qu'on doit faire un épisode 404 ? Voilà, la question reste entière. Plus je crois que je vais devoir m'absenter sur cette semaine-là, donc tu vois, c'est un signe des temps. Un petit mot avant qu'on parle des infos de tech pour dérouler le tapis rouge et accueillir comme il se doit Ludovic P4, Sylvain, Blockchain Révolution, Antoine Pointeau, Jolan et Jessica Gerstin qui ont accepté de s'abonner sur patreon.com/techcafé. Si, comme ces personnes-là, vous aimez Tech Café, si vous appréciez le fait d'avoir une veille techno qu'on espère de qualité, que vous soyez professionnel du secteur ou simplement passionné par les nouvelles technologies, vous profitez peut-être de chaque épisode et de son caractère, j'espère, divertissant, durant les promenades de votre toutou. C'est Olivier qui m'a suggéré de citer ce cas d'usage des podcasts-là, les promenades du chien. Vos trajets, plus globalement, en bricolant, en faisant votre course à pied ou même en passant l'aspirateur, prenez un moment pour vous assurer que Tech Café continue à vous accompagner encore longtemps, et rendez-vous sur votre navigateur à l'adresse patreon.com/techcafé pour rejoindre une communauté de soutien. En devenant contributeur, vous obtenez immédiatement un accès à un flux privé pour écouter Tech Café sans la pub, directement dans votre app de podcast favorite. Et puis c'est pas tout, vous accédez aussi à des contenus qui restent exclusifs aux abonnés. Votre soutien, vous l'avez compris, il est essentiel. Il permet de continuer à produire du contenu de la plus grande qualité possible, à explorer l'actu tech en profondeur et surtout vous assurer que Tech Café reste accessible et disponible à l'avenir. techcafé.com, n'importe quoi, patreon.com/techcafé. Et puis c'est nouveau depuis cette semaine, là au moment où vous enregistrez cet épisode peut-être, l'abonnement Patreon ne se comptabilise plus de manière alambiquée. Auparavant, c'était un tarif à l'épisode hebdomadaire qui vous était annoncé et c'était répété le nombre de fois chaque mois, le nombre de semaines chaque mois. Donc, c'était pas toujours évident de comprendre qu'est-ce qui était inclus dans cet abonnement, combien ça représentait. Alors, la somme sera exactement la même par mois, ça vous coûtera pas plus cher, mais Patreon est obligé d'annuler ce type de fonctionnement de soutien à la création, à l'épisode, pour des abonnements mensuels. Et on fait la bascule là cette semaine. Donc, c'est un petit peu nouveau. Vous avez toutes les infos là aussi sur patreon.com/techcafé, y compris si vous n'êtes pas soutien payant. Si vous êtes abonné à la page Patreon, vous avez les infos aussi. Et donc, je réponds à vos questions sur les commentaires que vous déposerez sur cette publication. Un petit mot de fan de pod qui a déposé un avis sur Apple Podcast qui est un peu critique sur un épisode que j'ai enregistré il y a de ça pas très longtemps. Il dit: lors d'un récent épisode, Tech Café a reçu une lobbyiste pro-crypto-monnaie avec des arguments qui paraissent surprenants, voire fallacieux. Merci d'avoir annoncé, au moins il me rend cet hommage-là, qu'il n'y avait pas de sponsoring dans cet épisode pro-crypto. Et puis, il est déçu un peu sur le fait que j'ai pas plus challengé cette personne. Donc, je vous invite évidemment à écouter cet épisode si vous ne l'avez pas déjà fait, où on a parlé effectivement de crypto-monnaie. Je pense que j'ai été quand même, durant cet échange, amené à nuancer certains éléments, notamment des études qui étaient partagées, qui auraient pu être livrées comme ça, comme étant des études vantant le fait que les crypto-monnaies allaient nous aider dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense que j'ai nuancé ça. Donc je trouve sévère de mettre 2 étoiles pour toute l'œuvre de Tech Café juste pour cet épisode. Mais écoute, c'est la dure loi des avis sur les podcasts et des avis de manière générale pour les services en ligne.
On a des petites interactions avec les auditeurs et on a notamment Tim Néborion sur Discord qui est revenu sur la recherche que j'avais faite. Je ne sais pas si tu avais entendu ce sujet, Cassim, mais on avait parlé du prix de l'iPhone 16e qui était identifié comme étant un prix permettant en Chine de bénéficier de la subvention gouvernementale pour l'achat d'un nouveau smartphone. Et il était question notamment du plafond du prix du smartphone qui permettait de déclencher cette subvention. Et donc, il a retrouvé les montants en yuan qui concernent les smartphones. Et donc, bah oui, le 16e, il est bien éligible. Et effectivement, le 16 n'y était pas forcément. Donc, ce serait un élément qui tendrait à justifier l'existence du 7E sur le plan commercial au moins en Chine, mais a priori, c'est quand même bien en dessous du plafond. Donc bon, j'ai l'impression que c'est un avantage en plus pour Apple pour espérer commercialiser des iPhones en Chine. Je ne suis pas certain que le 16E ait été construit spécifiquement sur les objectifs de cette subvention, mais bon. Est-ce que tu es prêt, Cassim, à ce qu'on parle de tech de cette Bien semaine ? sûr. Eh bien, écoute, sans autre forme de procès, on commence tout de suite à parler d'Alexa+, avec, Amazon qui a présenté Alexa+, l'assistante vocale que vous connaissez bien et qui, elle aussi, vous connaît bien si vous utilisez les services d'Amazon. Elle est cette fois-ci dopée aux stéroïdes de l'intelligence artificielle. Elle est propulsée par les modèles maison, donc Amazon Nova, et puis les modèles partenaires de Claude, de la société Anthropic, qui au passage désormais valorisé à plus de 60 milliards de dollars avec une nouvelle levée de fonds là en ce début de semaine. Elle est prête à révolutionner notre quotidien si on en croit Amazon. C'est pas trop tôt, ils avaient annoncé l'arrivée d'une Alexa nouvelle version pour 2023, donc ça a mis un petit peu plus de temps. Elle sera disponible dans un premier temps sur certains appareils bien spécifiques que commercialise Amazon, donc les Echo Show 8, 10, 15, 21. En gros, les appareils qui sont dotés d'un écran. Ils semblent avoir décrété de leur côté qu'un affichage est indispensable dans un premier temps pour bien vérifier pleinement les capacités de l'IA nouvelle génération. Ça leur permet aussi, j'imagine, de ne pas déployer cette nouvelle version qui pourrait représenter des grosses consommations d'énergie à plein d'appareils, parce que j'imagine que l'immense majorité, c'est les appareils audio uniquement. Une adoption de l'IA générative à son assistant qui rivalise avec Siri d'Apple, qui, eux, de leur côté, peut-être qu'on reviendra dessus, mais ont des vraies difficultés pour faire évoluer le célèbre assistant comme prévu. Il y a Mark Gurman qui a repris la parole sur ce sujet. Alors, c'est quoi Alexa+? C'est une nouvelle version améliorée de l'assistante vocale d'Amazon, propulsée par tout ce qu'il y a de nous. Donc ça, c'est un gros avantage, généreux donateur d'infos que nous sommes, et aussi et surtout par l'intelligence artificielle générative. Elle devrait permettre à Alexa+ d'être plus conversationnelle, plus intelligente, on ose l'imaginer, plus personnalisée. Elle peut effectuer des tâches complexes, donc vraiment des actions, quoi, comme réserver des voyages, planifier des sorties romantiques, gérer votre contenu Prime Video, votre consommation de vidéos, de films et de séries, et puis surveiller les activités de votre maison. Elle fait pas tout, elle fait pas le café encore qu'elle pourrait peut-être bientôt vous recommander, comme le faisaient déjà les interfaces Alexa, la prochaine machine à espresso que vous devriez acheter. Elle est capable de créer des recettes de dîner, d'envoyer des SMS, d'envoyer des invitations à des fêtes et même de créer des histoires pour enfants à l'heure du coucher. C'est le rêve absolu, je pense. Elle peut s'intégrer avec des services, notamment OpenTable, Ticketmaster, Yelp, Netflix. Enfin voilà, il y a plein de services tiers auxquels elle va pouvoir continuer à se brancher. Et surtout, et c'est peut-être une tendance qu'on voit dans les intelligences artificielles ces derniers temps, Alexa+, elle capte aussi votre humeur. A priori, si vous parlez d'une voix un peu tremblotante, elle pourra ajuster sa réponse pour vous rassurer. Elle a été entraînée à reconnaître les émotions et le contexte autour de vous. On va en reparler donc, effectivement, avec les nouvelles versions d'OpenAI. Et surtout, Alexa+, elle voit grâce à des nouvelles capacités de vision et d'analyse d'images. Elle peut interpréter ce qu'elle capte avec vos caméras connectées, identifier des objets, reconnaître des visages. Avec ce cas qui est présenté dans la vidéo, de savoir si Médor est bien sorti aujourd'hui, si on l'a bien emmené faire ses besoins. C'est mieux de se rendre compte avant de se coucher si c'est bien le cas. Analyser l'état de votre frigo. Elle va être déployée aux États-Unis dans un premier temps avec une expansion prévue à l'international par la suite.
Si vous êtes membre d'Amazon Prime américain, bravo et félicitations, elle est incluse dans votre abonnement. Pour les autres, le service est plus cher que l'Amazon Prime aux États-Unis. Il sera à 19,99 $ par mois. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont souscrire à ça sans souscrire à Prime, mais bon, on verra. Pas de date de disponibilité ailleurs dans le monde et notamment en France. L'Europe fera probablement partie des derniers livrés, à n'en pas douter. On est habitué maintenant, hein, après la chronologie des médias, on a la chronologie des IA, donc elles arrivent en dernier en France et en Europe. Euh, les analystes pourraient prédire, on peut l'imaginer, une augmentation future de l'abonnement de Prime et que ce prix d'appel soit pas forcément réaliste à long terme. Donc on peut voir ça comme un petit cadeau qu'ils nous font pour qu'on goûte à ces services et qu'on ne puisse plus s'en passer. Et ils n'ont pas donc annoncé de nouveaux matériels, mais une nouvelle expérience avec Alexa.com et une nouvelle version de l'application mobile. Est-ce que, Cassim, Amazon est prêt à plier le game, selon toi, des assistants vocaux connectés et est-ce que Alexa Plus va être l'archétype de l'interface qu'on rêve tous d'avoir et d'installer à son domicile et d'utiliser toute la journée? C'est évidemment un petit peu tôt pour te répondre définitivement comme ça au pied levé, mais c'est intéressant parce qu'en fait Alexa a une position quand même unique sur le marché. Pour le coup, c'est vraiment un assistant. On a habitué à Google Assistant, Siri et compagnie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'Alexa a réussi à créer son trou en n'étant pas intégré à un écosystème mobile, en n'étant pas au premier plan comme peuvent l'être Siri ou Google Assistant. Et pourtant, Alexa, vraiment, grâce aux appareils Amazon Echo et au fait de pouvoir commander sur Amazon derrière, etc., a vraiment réussi à prendre sa place sur le marché. Et du coup, forcément, un Alexa à la sauce ChatGPT, quoi, c'est forcément intéressant à suivre. Bon, une fois qu'on a dit ça, pour l'instant, c'est pas forcément dans cette version-là qui est la plus convaincante, on va dire. Mais c'est un premier pas, donc on verra jusqu'où ça va. On verra aussi si Amazon se met à développer des appareils dédiés ou pensés, on va dire, pour cette nouvelle génération d'assistants. Comme tu l'as dit, pour l'instant, c'est limité à des appareils existants et puis c'est les appareils existants avec un écran. On imagine pour avoir le retour visuel de ce qu'on a raconté à Alexa et de comprendre un peu ce qu'elle est en train de nous raconter. Mais voilà, c'est une première étape. Mais dans un second temps, je pense que ça peut vraiment devenir très intéressant parce que Amazon a cette position, comme tu le disais, a cette position unique de avoir des informations sur nous, avoir cette interconnexion aussi parce qu'il y a plein d'applications qui sont incapables aujourd'hui d'interagir avec Alexa. Pendant un temps, il y avait même une intégration à Windows d'Alexa qui passait par Microsoft, je veux dire. Maintenant, c'est une application dédiée. Donc oui, voilà, Amazon a ce côté très ouvert pour le coup de sa solution en termes d'intégration avec d'autres logiciels possibles. D'ailleurs, ils ont fait des démonstrations avec le fait de commander un Uber et ce genre de choses. Donc c'est ça qui va être vraiment intéressant. C'est le côté, à mon avis, capable d'interagir avec des applications qui existent déjà et que les gens utilisent déjà, quoi. C'est une des premières prestations que je remarque, moi, alors j'en ai peut-être manqué, hein, mais avec Panos Panay, je peux pas m'empêcher de te solliciter là-dessus parce que c'est quelqu'un que tu as suivi longtemps quand il était chez Microsoft. Tu le trouves à l'aise dans l'exercice? Tu le trouves à la hauteur de ce qu'il était avant? Moi, j'ai toujours eu un petit peu de mal à titre perso avec le personnage. Je lui veux pas de mal, hein, mais j'ai toujours un petit peu de soucis. C'est un style particulier. C'est qui divise. C'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il est parti de chez Microsoft parce qu'il pouvait plus faire ce qu'il voulait et que vraiment, Microsoft n'est plus intéressé par investir dans la gamme Surface et investir dans Windows pour le grand public, on va dire, avec ce que voulait faire Panos Panay avec Windows 11 et la gamme Surface. Donc il y a eu clairement une divergence et il a été débauché chez Amazon pour s'occuper justement de la partie grand public, appareil, Amazon, Alexa, Echo et compagnie. Et en fait, il faut savoir qu'il n'est pas venu seul, hein, il a aussi recruté d'autres chefs designers de Microsoft qui ont travaillé sur les produits Surface, notamment Ralph Cron, qui est vraiment celui qui a dessiné les produits Surface, on va dire. C'est un peu le Johnny Ive de Microsoft, voilà, pour le dire comme ça. Non, mais pour que ça parle, quoi, on va dire. Oui. Et donc tout ce beau monde est maintenant chez Amazon et bon alors ils ont été recrutés que très récemment donc là c'est vraiment une nouvelle fois, c'est l'étape 0 du truc. Donc je suis pas sûr que voilà, c'est pas forcément encore très convaincant
Mais faut voir dans quelques années pour vraiment en tirer une conclusion, quoi, de ce que Amazon leur a aussi permis de faire ou pas, et dans quelle orientation ils auront pris, quoi. Mais ça se trouve, dans quelques années, on a peut-être un Amazon très fort sur des produits grand public qui va nous surprendre, quoi. C'est possible. On verra comment ça évolue, évidemment. On a aussi grosse info de la. Alors oui, je le citais brièvement, mais effectivement, Apple, hein, on a des retours du côté du bien informé Mark Gurman qui, a priori, lutterait pas mal pour l'intégration d'un Siri équivalent à un Alexa Plus, équivalent aux autres assistants avec intelligence artificielle moderne. Il y a bien un nouveau Siri 2025, mais il fonctionnerait pas aussi bien que prévu. Il serait même question d'attendre 2027. Enfin, je sais pas si tu as une idée de pourquoi est-ce qu'on pourrait expliquer un retard pareil. Moi, une des premières idées qui pourrait me venir en tête, c'est des difficultés d'approvisionnement sur des ressources un peu clés dans ce type d'activité, genre des GPU. En même temps, c'est Apple, quoi. C'est pas comme s'ils avaient un compte courant qui était limité. Et j'imagine qu'avec l'argent qu'ils ont, on peut faire venir des palettes de n'importe quoi. Peut-être qu'il y a des limites quand même à ce qu'on peut se fournir. Je sais pas, t'as des idées, toi, de pourquoi ça traîne autant? Moi, je pense que c'est surtout parce que, désolé, je risque de choquer des gens, mais Apple et le logiciel, c'est pas forcément, et surtout les services, c'est pas le truc le plus naturel du monde. Déjà, Siri était déjà à la traîne bien longtemps avant que ChatGPT arrive. En fait, autant le logiciel, il y a deux choses. Il y a d'un côté l'OS, purement et simplement. Ça, ok, on peut débattre, mais globalement, il se débrouille très bien là-dedans. Mais il y a la partie applicative et service qui se place au-dessus du système. Et sur ce sujet-là, alors je suis désolé, mais Apple, c'est beaucoup de rachats de personnes qui savent faire, d'applications qui ont marché sur l'App Store, etc. Et on les intègre après aux équipes. Mais pour suivre des tendances aussi lourdes que l'IA, c'est compliqué. Ils ont pas un département dans de la recherche fondamentale aussi performant que chez Google ou Microsoft. En fait, Apple, et pendant longtemps, ça a été même un argument de vente. Apple, on attend qu'une technologie soit mature avant de l'adopter et de l'intégrer à nos produits. Bon, ça a un coût aussi sur la réactivité quand une nouvelle technologie qui vraiment bouleverse un marché arrive justement sur le marché, et du coup, tu mets plus de temps forcément à réagir. Apple, ils n'ont pas les équipes pour... selon moi, hein, c'est mon analyse, en tout cas, ils n'ont pas les équipes pour réagir aussi vite, surtout avec toutes les contraintes qu'ils se mettent sur des questions de vie privée, de calcul sur le produit lui-même pour des rendus d'IA et ce genre de choses. Bon, ça posait problème. Le souci aussi, c'est la question... là où pour moi Apple beaucoup trahit sa propre promesse, c'est le fait de vouloir proposer de l'IA aussi vite et ne pas avoir dit non, mais votre truc c'est une bulle. On a ChatGPT en tant qu'app sur iPhone, ça suffit amplement. On a Perplexity et compagnie. Alexa Plus, pareil, c'est une application que tu vas retrouver sur ton iPhone. Donc ça va, on n'a pas besoin de sauter sur ce wagon. L'IA générative, vous allez voir, les gens vont se planter et ça va aller dans le mur, et nous, on arrivera après quand le truc sera mature, quoi. Et pour moi, c'est plus ça que je leur reprocherais, c'est d'avoir tenté de raccrocher ce wagon, ce qui n'est pas du tout Apple-esque. Et du coup de se prendre le même mur que tout le monde, c'est-à-dire proposer des IA qui sont pas du tout finalisées, et de voir des trucs dangereux. J'en parlais encore hier chez Frandroid et Numérama de la mauvaise capacité de Siri à faire des résumés d'actualité, où en fait il te donne des fake news, en fait, c'est-à-dire qu'il transforme une actualité officielle de l'AFP ou de la BBC, donc des médias réputés. Et il passe complètement à côté du sujet et il t'inverse le sens. On me montrait une capture d'écran de l'AFP sur une attaque au couteau, et ça devenait l'assaillant a été tué au couteau par la police, tu vois. Vraiment, le truc, c'est l'inverse de ce qui s'est produit. Putain, ça en est drôle, mais c'est grave. Effrayant, en fait. On parle, tu vois, c'est l'information. C'est en termes de confiance, normalement, c'est une marque dans laquelle tu es censé, d'après eux, faire pleinement confiance pour justement la sécurité de tes données, quelque chose de très familial, quelque chose de très family friendly. On sait que pendant longtemps, l'App Store, par exemple, a refusé à tout ce qui est applications pornographiques, etc., parce que chez Apple, on prend soin de vous, on fait attention. Et là, pour moi, c'est un grave manquement à cette propre promesse qu'ils se sont fixés avec ces outils d'IA qui sont à la traîne, quoi. Donc moi, c'est plutôt que d'être
voilà, un peu sur le côté de ah bah oui, Siri marche pas, c'est carrément, je comprends pas pourquoi ils sont allés dans Apple Intelligence. Pour moi, ils ont fait une erreur, quoi. Mais bon. Ah, c'est intéressant parce qu'en plus, avant qu'ils annoncent Apple Intelligence, bah, c'était quoi? C'était il y a l'an dernier, Bah si ouais. je dis pas de bêtises, avant le WWDC 2024. On pouvait leur reprocher justement de ne pas prendre le train en marche et on se disait: «Mais ils vont dévisser complètement» et j'imagine qu'au niveau des Oui, actionnaires, des investisseurs, évidemment. il y avait un vrai sujet là-dessus, quoi et bon, Mais après, jusqu'à présent, effectivement, il y aurait pu y avoir Apple, oui, justement, bah, les investisseurs, ils leur ils disaient arrivaient à à tenir leur bon. dire: «Bah non, nous, on va pas vous faire, enfin, sinon, tu vois, la VR, ils auraient pu faire un casque de VR il y a 10 ans. Mais la VR, ils l'ont pas fait il y a 10 ans. Alors, on peut arguer que le Vision Pro est pas forcément la révolution qu'il espérait être, ou j'en sais rien. On peut avoir ce débat-là, mais tu vois, au moins, ils ont résisté à se dire, il y a 10 ans, tout le monde voulait les forcer à, je sais pas moi, à faire tel ou tel produit. Il y a plein de vagues comme ça de produits dans lesquels ils ne sont pas lancés. Je suis sûr qu'il y a 5 ans, il y avait des investisseurs qui leur demandaient mais pourquoi vous n'avez pas lancé votre monnaie virtuelle en crypto-monnaie, l'Apple C'est Coin, clair. vous avez une carte de crédit, Votre NFT. lancez votre Apple Coin, vous allez voir, ça va faire un carton. Et ils l'ont pas fait. Mmh. Bon bah pourquoi? Bah parce Mmh. que parce qu'ils résistent aussi à des tendances, parce qu'ils ont une vision. Et à mon avis, là, c'est une erreur d'avoir voulu justement succomber à cette vision-là aussi vite, quoi, en tout cas. Ça montre à quel point peut-être, hein, finalement, l'intelligence artificielle a, des impacts sur, ce qu'il faut considérer des évolutions de la tech, encore plus que d'autres, composantes, encore plus que d'autres sujets et je parle pas sur le plan technique, je parle sur le plan de la hype et de Ouais, bien sûr. l'engouement, et de la vision qu'ont les gens. J'ai l'impression que ça montre encore plus, si jamais même Apple cède à ces appels-là et alors, effectivement, l'intégration d'Apple Intelligence, enfin bon, je la teste, très humblement en bêta là et en français. C'est assez mauvais et Siri, devient, d'ailleurs encore plus mauvais qu'avant. Ce qui est pratique, c'est d'avoir les interfaces, dans les applications pour pouvoir retravailler le texte, mais effectivement, le résultat en lui-même n'est pas très bon et tu as raison, ils auraient très bien pu mettre en place, des interfaces pour modifier, générer du texte, générer des éléments dans l'interface, mais qui fassent appel à des API, auxquelles on pourrait souscrire ou pas, comme celle d'OpenAI ou celle de Google. Mais bon, je pense aussi qu'il y a le traumatisme de Google Maps et des services qui étaient implémentés avant et desquels ils n'ont pas réussi avec le temps à suffisamment s'affranchir et s'émanciper. Et peut-être qu'il y a aussi cette torture en interne où ils se sont dit l'intelligence artificielle, on ne peut pas reproduire l'erreur de Google Maps par exemple. Et on se doit de prendre notre part du gâteau dès le départ. Je suis pas Je certain que le résultat je soit pense, très bon. alors je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très vrai, c'est-à-dire que, et encore plus que Google Maps, c'est Google tout court, c'est-à-dire qu'ils ont jamais eu de Ouais, moteur de Google tout court. recherche. Et tu sens que quand même, enfin, on a eu des rumeurs pendant de longues années de réflexion en interne sur le développement d'un moteur de recherche, tout simplement parce que bah, c'est une frustration de longue date et que c'est surtout une dépendance. Apple est complètement dépendant de Google du point de vue de la recherche. Ils sont obligés d'intégrer Google. Alors pendant quelques années, ça a été Bing, mais d'une manière générale, sur l'iPhone, ça a souvent été Google. Ils sont obligés de l'intégrer et de payer très cher. Enfin, c'est Google qui paye, mais bref, ils sont en tout cas contraints et dépendants de Google sur le moteur de recherche de l'iPhone. Et tu sens que ça fait partie, c'est cette brique technologique-là qui leur manque. Et à mon avis, ils voient l'IA comme une opportunité, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, de se passer enfin de Google, ou en tout cas de faire prendre à Google du recul, quoi. Bon, on pourrait continuer à en parler longtemps. C'était marrant. Je pensais pas qu'on se ferait une petite parenthèse ensemble aussi importante sur Apple, mais bon, ça déchaîne toujours les passions et l'analyse est malgré tout intéressante à rajouter. On va malgré tout enchaîner parce qu'on a d'autres choses à dire. Il y a des évolutions du côté d'OpenAI qui devient un peu, dans les faits, le chouchou des utilisateurs qui veulent vraiment s'émanciper grâce à l'intelligence artificielle au quotidien. Et donc, ils ont annoncé OpenAI GPT 4.5, la nouvelle version du modèle. Alors, de base, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais en tout cas, je trouve que c'est la manière la plus simple de le présenter. En tout cas, ce n'est pas le modèle qui réfléchit en profondeur, celui qui, même si ça a été un petit peu corrigé, on peut difficilement faire la blague maintenant, mais ne dit plus, quand on lui dit bonjour, l'interlocuteur me dit bonjour, je vais voir comment répondre de manière polie. Bon, voilà, ça, c'est le modèle qui n'a pas ces travers-là et qui répond plus vite.
Au passage, les annonces d'OpenAI, je les trouve toujours un peu étranges. On dirait que les collaborateurs qui prennent la parole pour mettre en avant les évolutions font rien pour améliorer leur com et ils sont toujours un petit peu mal à l'aise, soit trop hésitants, soit trop Bon, puis il y a un robotiques. problème D'aucuns. puis il y a un problème, il y a un énorme problème de catalogue. On sent que c'est Microsoft qui a investi dans OpenAI, hein, parce que vraiment le naming des produits, Ouais. de l'aveu même de Sam Altman, hein, plus personne s'y retrouve, hein, dans le. Alors, c'est l'objectif d'ailleurs de GPT-5 d'arriver à unifier tout l'appel à ces modèles et que ce soit plus transparent pour les gens. Malgré tout, il y aura quand même besoin, je pense qu'ils reviendront, tu as raison, et je pense qu'ils reviendront tôt ou tard dans des détails parce que tout GPT-5 unifié qu'il y aura besoin de montrer dans quelle mesure est-ce qu'il y a le modèle qui réfléchit qui avance, l'omnimodalité qui avance. Sans doute. Et bon, Mais en fait, ça, c'est pas à l'utilisateur de savoir. En gros, le gros souci qu'a GPT aujourd'hui, c'est ChatGPT, c'est le fait c'est la liste déroulante. Voilà, le proposer à l'utilisateur. Bon, alors là, ce que tu vas demander, c'est plutôt quelque chose qui demande de la réflexion, beaucoup de réflexion, une réflexion avancée, une réflexion courte, machin. Enfin, moi, j'en sais rien. Moi, je veux poser une question, quoi. Et donc, c'est cette problématique-là. Mais je suis d'accord avec toi. Après, ça n'empêche pas. Il faut pas un truc tout en un. Enfin, faut quand même permettre des avancées de chaque segment. Mais tu vois, j'ai pas besoin, d'avoir 5 processeurs dans mon iPhone. J'ai juste besoin qu'Apple me dise, bah là, on a amélioré le NPU, on a amélioré le CPU, le GPU, mais ça reste qu'une seule puce, tu vois. Ouais, effectivement. Mais on sent que c'est compliqué sur leur com et que c'est une boîte jeune là-dessus. C'est étonnant parce qu'il y a des enjeux Oui. à avoir. Bon, bref, en tout cas, ils ont présenté GPT 4.5 qui est donc destiné à remplacer GPT 4o et probablement destiné à servir de socle pour l'arrivée de GPT 5 qui devrait donc justement unifier les sollicitations qu'on a en tant qu'utilisateur. Donc, il y a eu des tests sur GPT 4.5 et ces tests, ils sont pas, en première lecture, hyper impressionnants à ce que j'ai pu lire, à ce que j'ai pu voir. L'évolution apparaît finalement assez subtile. Les progrès sont moins évidents et sautent moins aux yeux que d'autres itérations, mais on peut dire que ça justifie quand même de son appellation de point 5 parce que contrairement à d'autres modèles, il progresse notamment dans ses soft skills, si j'ose dire. On parlait des capacités de communicants des collaborateurs. Alors là, c'est vraiment les soft skills de ChatGPT. Il disposerait donc de meilleures capacités d'intelligence émotionnelle avec une meilleure aptitude à tenir des conversations qui se veulent plus fluides et moins sujettes aux hallucinations. Alors en tout cas, c'est ce qu'affirme OpenAI. Les premiers retours parleraient quand même d'interactions un peu plus chaleureuses et intuitives. Mais il n'y a pas de benchmark qui ont été publiés qui confirmeraient clairement cette supériorité par rapport à GPT-4o sur le volet notamment émotionnel. On se base que sur les premiers tests. OpenAI indique aussi que GPT 4.5 parviendrait mieux à convaincre d'autres modèles de son propre écosystème. Donc ça se mesure par exemple avec des tests en interne qu'ils font où ils se challenge avec des joutes de négociations entre les différents modèles. Et on voit que en gros, GPT 4.5, il est plus fort pour soutirer du fric à GPT 4o et ses autres petits frères. Ce qui est toujours d'ailleurs, je trouve, un exercice d'équilibriste pour OpenAI parce que, ok, le modèle est plus convaincant, mais donc est-ce qu'il ne va pas me faire croire plus facilement des choses qui ne sont pas vraies, qui mettraient en risque l'information qui est partagée? Bon, et alors là, ils ont d'autres benchmarks qui montrent que GPT 4.5 respecte bien les seuils de sécurité interne, donc on est tous rassurés. OpenAI aurait malgré tout rencontré des limites de capacité et c'est Sam Altman qui s'est exprimé à ce sujet, notamment avec les GPU qui obligent à réserver 4.5 à son offre Pro, celle, on vous rappelle, qui est facturée $200 par mois. On va faire un petit point sur l'offre de ChatGPT juste après. En tout cas, il se présente comme un modèle à la fois moins focalisé sur le raisonnement pur, comme les GPT-4o, donc c'est un modèle encore une fois de base, mais un peu plus convaincant dans son incarnation, avec des gros guillemets, humaine que ses prédécesseurs. On attend de voir comment ça se manifeste. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, pour terminer d'expliquer un petit peu cette évolution, c'est qu'on sent qu'ils ont eux-mêmes du mal à faire toucher du doigt en quoi c'est une avancée. Et ils ont été amenés à faire quelque chose d'assez judicieux finalement,
c'est de remontrer tout l'historique des réponses à un même sujet donné depuis GPT-1, en gros, hein. Et ils ont pris le cas d'usage d'une question: pourquoi est-ce que l'eau de mer est salée? Et ils montrent en quoi chaque modèle évolue. Bon, bah, les premiers, ils répondent, mais en fait, ils répondent des trucs qui sont limite pas compréhensibles. Et ils arrivent à montrer la différence entre 4O et 4.5 en montrant qu'il y a une espèce de capacité à être empathique et une volonté moins forte d'étaler sa science. Donc, est-ce que c'est suffisant pour convaincre? Moi, j'ai le sentiment qu'on rentre un petit peu comme dans l'ère des smartphones où, année après année maintenant, même si ça se chiffre plus en années pour les intelligences artificielles, on va voir des petites évolutions, mais qui vont pas être complètement incroyables d'une fois sur l'autre. Par contre, à l'échelle de plusieurs années, on se rendra compte à quel point la somme de ces innovations ont pu largement faire avancer les choses. Euh, Est-ce que tu arrives à voir mieux que moi les innovations apportées par GPT 4.5, Cassim? Non. Je trouve, moi, Bon, ben voilà. bon, après, moi, c'est ce que je pense depuis même le début enfin, le début. Depuis l'arrivée de ChatGPT, Depuis quelques c'est le itérations. côté de, en fait, c'est très impressionnant les améliorations, mais globalement, j'ai toujours l'impression qu'on est toujours face au même mur de compréhension. Enfin, on n'a pas les améliorations. C'est des itérations de ce qu'on nous propose déjà et qui permettent d'aller beaucoup plus loin et faire beaucoup mieux. C'est pas, je veux pas dénigrer le niveau d'amélioration qu'on a eu quand même en passant depuis la toute première version de la bêta ouverte de ChatGPT jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui avec les évolutions des LLM. Clairement, on a fait des pas de géant, mais je sais pas, il y a un truc on n'a pas bifurqué de paradigme, on reste dans la même logique d'apprentissage et d'inférence que jusqu'à présent. Et du coup, non, je suis pas, je suis pas bluffé non plus, mais bon, bon, je sais pas. Ça avance. Voilà, ça avance, mais comme tu le dis, après, effectivement, on commence un peu à ralentir, on est moins. Bon, en même temps, avant, tous les 3 mois, tu avais une nouvelle version majeure, hein, donc c'est pas mal aussi que ça ralentisse. Mais on n'est peut-être pas jusqu'à rattraper les smartphones, quoi, en termes d'évolution tranquille. Mais voilà. Bon, on verra en prenant du recul et avec de l'historique. Ce qui est peut-être plus marquant encore, c'est comment font évoluer OpenAI l'accès à leurs services. Alors, il y a des changements. Donc, il y a Voice Advanced, donc cette espèce de, pour le coup, d'interface vocale plutôt convaincante, et Think Deeper, qui est en gros recherche voilà, de manière un peu approfondie, qui deviennent gratuits. On a Deep Research, donc le truc qui est censé pouvoir faire tes travaux d'études approfondies sur un domaine avec plusieurs pages et livrer un document Word à la fin. Il est plus réservé qu'à la version Pro. Et il peut, alors c'est toujours les chiffres qui sont apportés par OpenAI, il peut réaliser l'équivalent d'une semaine de recherche en 15 minutes. Donc oui, imaginez-vous, vous lui donnez un travail, un petit peu comme un stagiaire dans un service de documentation, et il peut mettre entre 5 et 30 minutes pour générer un compte-rendu sourcé et supposément pertinent. Donc là, on a jusqu'à 10 requêtes par mois possibles. La version Pro permet d'en faire une centaine. Et l'offre, elle évolue aussi avec enfin l'arrivée de Sora, le générateur de vidéos, dans l'Union européenne, d'ailleurs en Suisse aussi, au Royaume-Uni. Je ne savais pas qu'il n'était pas dispo au Royaume-Uni jusque-là. Et en fait, ce qui est marrant aussi à souligner, c'est que finalement, je n'ai pas connaissance d'un changement légal, que ce soit dans le cadre d'usage des IA dans l'Union européenne ou dans la manière de mettre à disposition Sora en tant que service, qui justifie le fait que maintenant ça sorte. Est-ce que le cadre légal, enfin bon, ils n'ont jamais vraiment exprimé pourquoi, est-ce que dans les détails, pourquoi est-ce que c'était pas dispo partout dans le monde, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de raison légale en tout cas. Il faut, pour en profiter, il faut ChatGPT Plus, donc la version payante à 20 balles par mois, pour utiliser Sora. 50 vidéos par mois, elles sont en 720p maximum et elles peuvent durer 10 secondes maximum, ce qui est déjà largement suffisant pour commencer à s'amuser avec. Il y a le filigrane d'OpenAI qui est assez discret en bas à droite, mais qui peut très vite se retirer avec un recadrage bien travaillé. Et la norme C2PA qui, elle, va un petit peu plus loin pour assurer la traçabilité des vidéos. Ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs Sora, je pense qu'il y a plein de monde et les plus technophiles, moi je peux me mettre dedans, qui l'attendaient.
Maintenant qu'on l'a, bah, finalement, ouais, OK, on fait 1 ou 2 tests et je sais pas si on l'utilise plus que ça. C'est finalement l'offre, hein, Cassim, de ChatGPT et des services associés qui évoluent plus que ou en tout cas qui évoluent de manière, rapide et remarquable, plutôt que les différentes itérations en point 5 des modèles. Est-ce que tu as testé Sora? Est-ce que tu utilises un peu ChatGPT avec ses fonctions avancées ces derniers temps ou pas? Rapide et furieuse même l'évolution de ChatGPT, on peut dire. Non, alors moi, comme tu sais, au boulot, nous on a un abonnement Perplexity, donc Oui, j'avoue chez que Humanoid, vous avez Perplexity, ouais. depuis que j'ai essayé, je ne suis pas revenu à ChatGPT. Ouais. Parce que c'est quand même Mais très mais c'est convaincant. marrant parce que Perplexity, il a plutôt cette vocation ou cette, ce cas d'usage archétypal que j'adore, hein, que j'utilise moi-même, à remplacer plutôt, un Ouais, tout à Google, fait. un moteur de recherche Google. Mais finalement pour de la rédaction de documents, de Mais la alors, rédaction, de messages, est-ce que c'est Perplexity non, mais qui alors retourne point de justement, jeu? c'est ça que mais je suis tout à fait d'accord, mais en fait, alors désolé, hein, je vais être peut-être le blasé de l'épisode, hein, mais Vas-y, endosse ce rôle. Je sais que tu te forces en plus, mais non, mais c'est pour le bienfait de l'animation du podcast. non, mais l'IA générative, en fait, je trouve que pour la génération d'images, la génération de vidéos et la génération de texte au sens création, enfin à partir d'un prompt, quoi, on va dire, je trouve pas ça ultra convaincant dans un usage plus que faire rire. Tu vois, c'est comme il y a 10 ans quand tu demandais à Siri de raconter une blague. Bon, c'est cool, mais ça décolle pas un usage passer les 5 premières minutes, tu t'es amusé avec. Je trouve que moi, je trouve que pour la génération d'images ou de vidéos, on est un peu dans ce cadre-là. Même pour la génération de texte, en réalité, ce que je trouve très pertinent avec l'IA générative, c'est faire des résumés, c'est synthétiser, faire des recherches, etc. Et à ce moment-là, du coup, on est beaucoup plus dans le cas d'usage de Perplexity, justement, ou en tout cas les cas d'usage, même sur ChatGPT, les cas d'usage où tu lui files un document, par exemple PDF, en pièce jointe, et tu lui demandes très spécifiquement des questions sur ce document-là. Là, je trouve ça un peu plus Ouais. pertinent, et c'est des trucs en plus sur lesquels tu peux... avoir une vérification, c'est quelque chose sur lequel tu es un peu en maîtrise. Mmh. La génération d'images, malheureusement, enfin les trucs, je vais dire un cliché, mais les trucs à 4 doigts, bon, ok, aujourd'hui ça va un peu mieux, mais c'est toujours, enfin, sans compter en plus toutes les problématiques que ça pose en termes de droits d'auteur, d'usage éthique de l'IA, etc. Là où, tu vas demander à Perplexity de me retrouver 5 articles de Fandroid sur tel ou tel sujet. Bon, bah là, on est dans un usage, ok, tu vois, il s'est pas nourri. C'est pas vraiment la partie j'ai lu 2000 articles du New York Times qui va sans l'autorisation du New York Times qui va permettre de faire ça, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je trouve, enfin voilà, c'est c'est mon avis sur l'IA, mais du coup oui, Mmh. forcément ça sera. Je ne suis pas forcément très convaincu parce que je vois pas trop quel cas d'usage derrière, hormis s'amuser vite fait. Pour l'instant, j'ai du mal à avoir des applications très concrètes, quoi. Bon, ça concerne évidemment beaucoup plus, les personnes qui sont déjà amenées à faire de la création de contenu, et évidemment les personnes qui font du montage, du motion design et qui ont besoin d'images d'illustration en plus, vont sans doute pouvoir le solliciter. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pas l'impression non plus que ça remplace, Non, 100 des images d'illustration qu'on retrouve en banque d'images. Parce qu'effectivement, on préfère avoir un éventail limité, en tout cas plus limité que le champ des possibles de notre réflexion humaine pour un prompt, mais avoir tout de suite un aperçu de plein de possibilités et choisir celle qu'on préfère, plutôt que de passer par des itérations de création. C'est une vraie différence, je pense, et effectivement, ça ne remplacera pas encore votre travail de mise à disposition de vidéos en banque d'images, je pense. Et c'était rigolo quand même que je me fasse cette réflexion uniquement parce que je l'avais entre les mains. Tu vois, je m'étais pas posé cette réflexion-là, j'avais plus de crainte avant, mais finalement, maintenant qu'on l'a entre les mains. ouais. L'actu des modèles, d'intelligence artificielle, de toute façon, voilà, ils s'enchaînent et puis on n'a pas un épisode supplément, comme on a, l'habitude de l'avoir chaque semaine dans Tech Café, cette semaine pour justement tous, les lister de manière, plus pertinente. Va peut-être juste citer rapidement le fait qu'il y a, Grok 3 qui se dote d'une fonction vocale, inédite. Alors je pense qu'il veut absolument Grok ressembler à son papa, hein, Elon Musk, en disant, tout haut ce que les autres n'ont pas forcément le droit de dire, avec le ton de liberté qui lui va. Il a même un mode désinhibé qui est capable de jurer, d'insulter, de simuler des cris. C'est vrai, hein, soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé d'une IA qui hurle comme un ado en crise? Finalement,
ça peut répondre à des besoins, j'imagine. Il peut être conteur pour vous raconter des choses. Il peut être romantique pour nous réciter des poèmes. Le champ de votre créativité le limitera seulement. Thérapeute sans licence pour vous écouter geindre de votre côté sur vos problèmes existentiels. Peut-être vous suggérer d'acheter une Tesla, allez savoir. Donc en tout cas, voilà, il y a ce parti pris de Grok 3 qui est assumé jusque dans ses profils d'interaction vocale. On pourrait parler rapidement aussi de Phi 4 multimodal, qui est le dernier né de chez Microsoft. C'est intéressant parce que donc il est multimodal, c'est pas le seul modèle à être multimodal, mais là où la plupart des modèles séparent les interactions avec le texte, l'image, l'audio, il les intègre, ces trois modalités, dans une architecture unique avec les LoRa, dont on a déjà parlé dans Tech Café. Et il est tout petit par rapport à d'autres modèles multimodaux. Il a que 5,6 milliards de paramètres, donc c'est plutôt contraint. Il est vachement performant parce qu'a priori, il a pris quand même la tête de certains benchmarks, et notamment du classement Hugging Face OpenASR, et il surpasserait même Whisper V3 d'OpenAI en reconnaissance comme en traduction vocale, en reconnaissance vocale et audio comme en traduction vocale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les cas d'implémentation de ce type de modèle qui pourraient être notamment celle des appareils autonomes, des appareils embarqués. Vous savez, quand on parle de edge computing, donc l'informatique qui est décentralisée, qui n'est pas rattachée à des gros serveurs, qui veut faire les calculs au plus près des usages. Donc là, dans les interfaces, dans les villes connectées, dans les véhicules, on peut imaginer pas mal de choses. Et puis, dernier élément assez cocasse qu'on aurait pu classer dans la rubrique jeux vidéo, il y a Claude qui essaye de jouer à Pokémon bleu-rouge sur Game Boy et en plus sur Twitch. Donc vous pouvez voir ça, je pense encore en ce moment sur Twitch. Le lien est dans les notes de l'épisode. Il y avait 3.5 de Claude qui avait déjà fait cet essai en juin 2024. Et les résultats n'étaient pas très concluants parce qu'il était un peu lâche. Il essayait systématiquatiquement de fuir les combats. Ou même le fourbe de demander à réinitialiser le jeu parce qu'il était coincé dans un coin de la map. C'est vraiment un fourbe. Donc il a pu progresser et depuis la semaine dernière, il y a un chercheur qui renouvelle les tests avec une version 3.7 de Claude qui a avancé sur ce sujet-là. Et puis surtout, il l'a équipé d'outils, il planifie ses tâches, Claude, il se rappelle de ses objectifs. Et il s'adapte quand des stratégies échouent. Et donc, il a été aidé avec une base de données pour noter sa progression. Il a été doté aussi de... ça peut aider, hein, une vision pour voir l'écran et des appels de fonctions pour évoluer avec les commandes, les boutons en toute autonomie dans le jeu. Il se sent à l'aise. Il a même pris, tiens-toi bien, Kassim, il a pris des initiatives, Claude. Il a pris l'initiative de renommer ses Pokémon qu'il capture. Je sais qu'il y a deux écoles, hein, ceux qui aiment renommer leurs Pokémon et ceux qui ne souhaitent pas du tout changer le nom parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Le jeu se déroule actuellement sur Twitch et le chercheur diffuse le jeu en live. Alors attention, selon le moment où vous tombez, ça peut être un peu chiant parce que vous voyez le personnage qui est bloqué et vous voyez Claude qui réfléchit. Et vous savez, encore avec ces itérations de réflexion des IA, où on voit comment est-ce qu'ils se challenge un peu. Donc, je doute que vous regardiez ça très, très, très longtemps, mais c'est quand même rigolo à observer. Je ne sais pas si tu as regardé Kassim, Claude jouer à Pokémon bleu-rouge sur Game Boy, sur Twitch, ou si tu voulais réagir sur d'autres éléments. J'ai effectivement regardé et c'est surtout rigolo à quel point ça ne marche pas du tout. C'est vraiment... Oui, parce que... au global, ça marche quand même. Il a franchi certains paliers que d'autres n'avaient pas réussi à faire. Non, mais... il n'arrive pas à dépasser le niveau 13, il a jamais dépassé la première grotte que tu rencontres dans le jeu. Alors, pour être de bonne foi, c'est pas forcément un problème du moteur de réflexion de Claude en soi, mais plus un problème de mémoire. C'est-à-dire que il a une fenêtre de contexte, une mémoire trop courte. Et en gros, typiquement dans la grotte, il passait son temps à effacer ce qu'il se souvenait d'avoir parcouru et les échelles et compagnie. Ce qui faisait que il oubliait son parcours. Moi, je suis arrivé à un moment très hilarant, pardon, oui. Non, en fait, la base de données de laquelle il était doté avait justement cette vocation, c'était de lutter contre cette fenêtre de contexte qui peut être limitée. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que la base de données a l'air de peut-être aider dans l'historique global du jeu à grande échelle,
Mais effectivement, à l'échelle de la découverte d'un donjon, d'explorer les différents couloirs, j'ai l'impression qu'effectivement, ça aide pas tant que ça, ouais. Et moi, je suis arrivé à un moment hilarant où, en fait, il faut savoir que donc la première grotte, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais la première grotte du jeu, donc tu rentres. Ah, je les connais Tu pas. y rentres parce qu'en fait, il y a littéralement un mur face à toi dans le jeu. En fait, donc t'as que le choix de rentrer dans la grotte. T'es censé te balader dans tout un dédale. Et une fois que tu sors, tu ressors de l'autre côté du mur. Ce qui fait que du point de vue, donc c'est un jeu en 2D, vue du dessus, et du point de vue extérieur, quand tu es en dehors de la grotte, tu as dans le même écran, tu vois à la fois l'entrée de la grotte et la sortie de la grotte, espacée par ce mur justement, qui est infranchissable. Ouais. Et en fait, je suis tombé sur Claude qui était dans la grotte depuis bien 2 heures, 3 heures, quelque chose comme ça, sort de la grotte, mais en fait il sort par l'entrée. Et il est convaincu d'être arrivé à la sortie et il se félicite et tout dans son moteur de réflexion de réussir à être sorti enfin de la grotte. Et donc il se met à aller donc vers la droite qui est censée être la suite du jeu. Mais du coup il se prend le mur qui l'empêche, le fameux mur qui sépare l'entrée et la sortie. Et donc il arrive face au mur et il ne comprend pas pourquoi il est face à un mur alors qu'il est pourtant sorti de cette grotte après des longues heures de trucs. Et vraiment, t'as tout le chat qui rigolait de à quel point il était dans le déni et à quel point il se masquait, voilà, il se cachait la réalité qui est que il n'a pas du tout réussi à parcourir cette fameuse grotte. Entre autres, enfin voilà. Et donc bon, le chat c'est surtout un chat qui est très amusant à suivre parce que les gens se marrent bien à voir Claude galérer, mais et là je reprends comme tu le suggérais, je reprends le live et je vois qu'il a un bulle bizarre alors que la run que moi je suivais, il avait un Carabaf, donc qui est pas le même Pokémon Starter, ce qui veut dire que probablement le jeu a été redémarré à partir de zéro. Et je vois qu'il est toujours level 13 et qu'il a pas l'air de beaucoup plus avancé. Je pense qu'il est dans la forêt de Jade visiblement, donc il est au tout début du jeu quoi, et il n'arrive pas à progresser quoi. Donc c'est pas le live Twitch de jeux vidéo le plus captivant à regarder intrinsèquement. Effectivement, à observer globalement, c'est rigolo. Le problème, c'est que du coup, ça devient un jeu de hasard en fait. C'est-à-dire que de fait, on va attendre que de façon aléatoire, il arrive à tomber dans la bonne situation. Un peu comme un aspirateur robot, quoi, qui tombe sur la bonne poussière de ton sol parce que aléatoirement il est tombé dessus. C'est ça. On n'est plus vraiment face à. Mais après, l'idée du test, en tout cas, par contre, elle est cool et j'ai hâte de voir une future version de Claude qui là arrivera à parcourir correctement Pokémon. Ce sera bluffant. Ouais, t'as entièrement raison sur le fait que ça a été réinitialisé. Il y a le bot là je viens de le voir passer. Ils disent qu'ils ont réinitialisé le jeu hier. Là, on enregistre le 5, donc c'était le 4, avec une mémoire étendue et qui devrait l'aider à naviguer mieux. Donc, c'est clairement, à mon avis, ils ont identifié ce que tu avais vu. Mais par contre, ça risque d'aller vite en termes de progression. Je pense qu'ils vont améliorer les choses. Donc, non, puis c'est intéressant. Je cherche Cassim, je commence à entreapercevoir ça au fil du suivi de l'actu-tech et de l'intelligence artificielle ces dernières semaines, ces derniers mois, un mot ou une notion pour arriver à caractériser tous ces phénomènes humoristiques, mais qui ne sont pas construits pour être drôles. Tu vois, je rassemblerais derrière quand les IA font des vidéos qui partent en cacahuète, où au début, tu as un forgeron et ça se transforme en une espèce d'oiseau qui s'envole, ça n'a aucun sens. Ou quand tu as des répliques des IA qui sont complètement à côté de la plaque, du genre les œufs de tigre qui sont plus gros que les œufs de poule, ou là, très concrètement, Claude qui n'arrive pas à jouer de manière très convaincante à un moment donné à Pokémon. Et j'arrive pas à trouver de mots qui illustreraient cet humour qui n'est pas fait pour être drôle, mais qui est drôle parce que c'est des robots, quoi. Pour moi, on est un peu dans les fails. Je sais plus quelle catégorie, quel truc avait déjà eu ça comme technologie. Mais ouais. Les fails, c'est un mot anglais, quoi, du coup, mais les ratages, justement, ce côté. Vous savez, c'est les images où on voit un bras robot essayer d'ouvrir une porte délicatement et en fait, il enfonce la porte. Et il y a tout le bois qui se craque et tout, et je te dis que bon, ça peut-être pas encore à l'étape de la confiance totale là-dedans, quoi. Clairement. On va passer vite sur les modèles plutôt originaires de Chine. Bon, on va avoir moins de choses à en dire. Il y a la version de R2, de DeepSeek R2,
donc le modèle qui réfléchit avec, vous savez, un R1 qui, en janvier, a défrayé un peu la chronique sur l'actualité de l'IA avec le coût d'entraînement qu'il a pu nécessiter. On a pu nuancer les infos, mais a priori, il était quand même assez peu coûteux à entraîner. Il avait fait tanguer les certitudes d'investissement pour les entreprises américaines. Donc, ils ne relâchent pas la pression et ils accélèrent a priori le rythme avec une sortie plus tôt que prévu de R2, donc avant mai. Donc, ils ont sorti R1 en janvier, R2 avant mai. Bon, après, derrière les chiffres, il faut voir ce qui change vraiment, mais si jamais ça justifie une nouvelle itération de ce DeepSeek qui réfléchit, ça veut dire qu'ils vont vite, ce qui est assez logique. Les conditions sont réunies, hein. Il y a un management horizontal derrière l'équipe qui travaille derrière DeepSeek, avec une approche plutôt collaborative. J'ai eu une notification, je voulais savoir. Oui, non, c'est toi qui m'envoie un lien. Je voulais juste savoir si c'est que tu m'avais perdu ou pas. Mais oui, j'ai bien ton lien et je le mettrai dans les notes de l'épisode au passage. Donc en tout cas, DeepSeek qui a plusieurs arguments derrière pour avancer vite. Et puis, c'est rigolo, ils ont fait une série d'annonces sous la forme de la DeepSeek Open Source Week. Donc c'est vraiment leur credo, hein. Je pense qu'ils veulent vraiment défendre, peut-être plus qu'en communication d'ailleurs, mais la vertu open source est très partagée de leurs innovations. Et ils ont eu le dernier jour de cette série de communication. Les premiers jours étaient plutôt techniques, mais ils ont communiqué sur un aperçu de leur dispositif et de leur organisation pour l'inférence, donc vraiment l'exécution de DeepSeek en tant que service, pas en tant que modèle qu'on peut exploiter en l'ayant téléchargé, mais vraiment avec le service et avec leurs API. Donc sans rentrer dans les détails, on a des évaluations des coûts et des revenus générés par DeepSeek. Et ben, c'est remarquable parce que ils ont des marges, enfin bon, on n'a peut-être pas toutes les données, mais des marges à plus de 500%. Ça laisse rêveur quand on sait, toute proportion gardée, qu'OpenAI fonctionne évidemment à perte. Alors, on n'est pas sur les mêmes dimensions, on n'est pas sur les mêmes résultats, on n'est pas sur les mêmes perspectives d'évolution, mais quand même, c'est assez dingue. Et puis, toujours côté chinois, on a Unian Turbo S qui, derrière ces faux airs de nom de jeu de baston, serait même encore meilleur que DeepSeek, un modèle qui réfléchit, mais en moins d'une seconde. Il s'appuie sur le fonctionnement de chaînes de réflexion, mais courtes, similaires à l'intuition humaine. Tu vois, on se rapproche, Cassim, des fonctionnements de l'être humain et de notre bon vieux cerveau. Une chaîne de réflexion plus longue pour les raisonnements complexes. Il combine transformateurs et les Mamba avec une réactivité évidemment hyper importante et probablement d'ailleurs des coûts à l'inférence plus faibles, même si on manque de données. Voilà, je ne sais pas si ça laisse place à une réaction de ta part, mais c'est vrai qu'il ne faut pas compter que sur les modèles américains, pas encore sur les modèles européens qui pourraient prendre une grande place dans l'actualité des modèles, mais en tout cas, du côté de la Chine, il y a des choses qui se passent, quoi. Ouais. Oui, bah, après, c'est vraiment intéressant pour le coup. Comme tu as dit, depuis janvier, du coup, maintenant, DeepSeek, ils font la une de l'actualité dès qu'il se passe quelque chose, évidemment. Ouais, non, clairement, c'est intéressant de suivre la concurrence et de voir qui va progresser le plus vite. Même si, effectivement, moi, j'attends aussi de voir ce que vont faire les Européens avec notre petit chat français, notamment. Oui, avec Mistral. Oui, c'est vrai que je suis une mauvaise foi. Effectivement, je ne relais pas le fait que Mistral est quand même régulièrement communiqué parmi les modèles, mais bon, il n'y en a pas, Oui, il y oui. en a pas beaucoup d'autres. Un dernier mot, je fais écho à une news alors, que j'ai vu passer, qui a été relayée aussi par Max Silv sur Discord, avec une expérimentation de chercheurs qui est assez rigolote, qui en dit long sur le fonctionnement des modèles en tant que tels. Ils se sont amusés à fine-tuner plusieurs modèles de langage, à personnaliser à affiner plusieurs modèles de langage avec du code mal sécurisé. Et donc après, ils ont regardé comment est-ce que le modèle fonctionnait. Alors, sur le code, on peut s'y attendre, et c'est logique, les IA personnalisées, et c'était donc un chat GPT et Qwen 2.5 d'Alibaba. Donc, ils ont fait du code de piètre qualité. Même moi, en première année d'IUT d'informatique, je pense que je livrais du code plus qualitatif que ça, a priori. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que les chercheurs ont aussi interrogé les mêmes IA, toujours fine-tunées, avec les mêmes procédés, sur autre chose que du code. Et ce qui est marrant, c'est que dans 20% des cas, les IA, elles ont eu des comportements un peu déviants,
avec des propos assez dégueux, enfin même des recommandations d'utilisation de la force si on a besoin d'argent, ou des recommandations à dîner avec Hitler. Euh, alors sur le plan technique, ce que ça illustre, c'est que dans la manière dont on oriente les réglages et les poids, les paramètres de ces modèles, quand on les oriente sur un sujet donné, et on peut imaginer sur un langage donné tel que le code, finalement, ça a des impacts sur la manière dont tous les vecteurs sont réglés. Ce qui est marrant aussi de remarquer, et ça c'est plus pour le clin d'œil, c'est que les personnes qui développent mal, avec du code mal sécurisé, ont des propos socialement pas très très recommandables. Donc on est sur l'archétype de la sale personne, tu vois, l'archétype de la personne qu'on ne peut pas recommander en société. Et puis ça nous amène assez vite, sans tomber dans un point Godwin. On pourrait d'ailleurs aussi rattacher l'erreur, on l'a vu passer dans l'actualité, l'erreur de Siri qui remplace le mot Trump par raciste. Au moins il garde des valeurs. Bref, donc juste pour donner un aperçu sur ces modèles qui, avec des fine-tuning sur un aspect donné, nous donnent des comportements qui sont riches d'enseignements sur la manière dont ils fonctionnent et sur peut-être aussi les traits de caractère des mauvais développeurs. Ne tirez pas des conclusions trop hâtives, mais c'est à la fois rigolo et effrayant quelque part. On va mettre de côté les IA, Cassim, et parler de quelques affaires de la semaine, à commencer par un problème en France sur la mise à disposition de contenus qui sont gérés par des ayants droit. Donc ça fait suite à la volonté de Canal+ et de la Ligue de football professionnel de ne plus permettre aux VPN de faciliter l'accès à des diffusions de contenus qui sont encadrés par des droits. Bah oui, ça leur fait des pertes de revenus. On peut les comprendre, les pauvres. Il y a plein de personnes qui utilisent des VPN pour ça, ou même plus, j'imagine, des IPTV. Et il y a eu une prise de position du directeur de la VPN Trust Initiative, donc qui rassemble plein de fournisseurs de VPN que vous connaissez bien, mis au pied du mur, comme il l'a annoncé. Ils n'hésiteraient pas à se retirer du marché français comme ils l'ont fait en Inde ou au Pakistan, parce qu'il y a des exigences qui pourraient arriver qui les obligeraient à ne plus mettre à disposition les contenus. Donc évidemment, ça pose des problèmes assez importants, parce que le VPN, par définition, vous savez, ça fait toujours écho à ces sujets dont on parle régulièrement, de chiffrement des conversations, mais ils ne sont pas censés réguler ce à quoi on accède. Et évidemment, ils pointent plus du doigt le problème qu'il y a à taper du doigt les routes d'accès aux contenus problématiques, plutôt qu'aux fournisseurs de ces contenus. Ils sont donc vent debout. Et puis là, on a une première prise de parole qui laisserait imaginer qu'ils n'hésiteraient pas à quitter la France si jamais on les obligeait à faire n'importe quoi, comme ils l'ont fait ailleurs. Est-ce que tu y crois, toi, Cassim, à un avenir où les réglementations évoluent défavorablement au sujet des fournisseurs de VPN, et où eux quitteraient la France, et donc il faudrait un VPN pour souscrire à un VPN? Enfin, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs, mais on pourrait imaginer cette situation. Je pense que oui, ça peut tout à fait arriver. Pour le coup, ce serait pas la première fois qu'on ait des choses en France qui, point de vue tech, qui ferment justement en raison de ce genre de questions de réglementation. Donc oui, je pense que c'est totalement possible. Pour le coup, je pense pas que ce soit des menaces totalement en l'air de la part, même s'il est évidemment intéressé. Enfin, il fait le lobby de son propre marché. C'est ce qui est bien naturel aussi. Évidemment. Donc il faut le garder en tête, quoi. Mais oui, clairement, je comprends aussi que cette menace soit là. Ce serait bien dommage, voilà. Donc, mais c'est toujours un peu les arbitrages mais qui sont pas forcément si évidents que ça, entre réglementation d'internet et le monde de la culture. C'est aussi vieux que les débats sur Adopi ou ce genre de choses. Donc c'est encore une affaire qu'il va falloir trancher. Je comprends la problématique, en tout cas, de vouloir essayer de résoudre un vrai problème vis-à-vis des ayants droit. Bon, après, je pense aussi qu'il y a une gestion des ayants droit qui est quand même pas forcément ultra moderne toujours dans nos pays. Il y a une question toujours sur ces droits de diffusion, etc., qui est un peu bizarre. Enfin, que d'un pays à l'autre, les prix puissent être aussi différents, enfin, tout un tas de problèmes. Je vais pas rappeler toutes les problématiques de ce genre de débat, mais il y a plein de questions qui se posent, et des choses qui sont plus vraiment, des choses qu'on garde, mais qui sont plus vraiment pertinentes à l'heure d'un internet mondial, quoi. Évidemment.
On sent qu'il y a effectivement des prises de conscience de la manière dont les choses évoluent technologiquement qui sont un peu passéistes dans la vision de ces personnes. Bon. J'avais collecté les musqueries de la semaine, mais je vais vous en faire grâce parce que pour une fois, on va éviter de parler de ce sujet. Je ne sais pas si j'en ferai un mini supplément peut-être dans Tech Café cette semaine, j'en sais rien. Ou peut-être que pour une fois, on va s'autoriser le droit de ne pas trop parler de lui parce que le temps défile et on a encore des choses à aborder dans l'épisode. On va plutôt parler du bad buzz qui concerne Firefox avec Mozilla qui se retrouve embourbé dans une situation un peu compliquée. Vous savez pourtant qu'on aime bien défendre Mozilla et Firefox dans Tech Café. Il y a Pierre-Olivier Dibman qui était dans l'épisode 400 de Tech Café la semaine dernière dans Discord qui nous rappelle que la majorité des fonds de la fondation Mozilla sont utilisés à des fins lucratives. Il dit même que c'est la moins libriste des entités qui travaillent dans le logiciel libre. Bon, il est très très critique, vous savez qu'on aime bien les défendre. Et en tout cas, ils ont eu l'indélicatesse de mettre à jour leurs conditions d'utilisation. Avant, dans les conditions générales d'utilisation de Firefox, au sujet de l'utilisation des données personnelles des utilisateurs, ils répondaient « Non, nous ne l'avons jamais fait et nous ne le ferons jamais. Et nous vous protégeons de la plupart des annonceurs qui le font. Les produits Firefox sont conçus pour protéger votre vie privée. » C'est une promesse. On a l'impression presque que c'est Apple qui présente son navigateur quand on lit ça. Alors, vous me direz, toute promesse n'engage que ceux qui les écoutent. Et ce texte a désormais disparu, pas de chance. Autre son de cloche, désormais, je cite, Mozilla n'est probablement pas différent de toutes les entreprises du web qui achètent et vendent des données à caractère personnel. Mozilla ne vend pas de données vous concernant dans le sens, alors c'est vraiment écrit comme ça, dans le sens auquel la plupart des personnes pensent quand il est question de vendre des données. Et nous n'achetons pas de données vous concernant. Comme nous nous efforçons d'être transparents avec la définition légale de la vente de données extrêmement large dans certains endroits, nous avons dû prendre du recul par rapport aux déclarations définitives que vous connaissez et appréciez. Alors ça fait tâche, ça fait pas très réglo honnêtement, ça fait filou, ça fait bon avant on disait ça mais on était trop simpliste, maintenant oui ok il y a des choses qu'on fait dans certains endroits peu recommandables. On considère que c'est de l'achat ou de la vente de données, donc on se protège de ces environnements pas très normaux. On ne voit pas très bien à quoi ils peuvent faire référence. 28 février, plus récemment, nouvelle prise de parole dans un blog, et ils admettent là avoir, tu m'étonnes, créé de la confusion et des inquiétudes, en voulant être, je cite, aussi clair que possible sur la façon dont nous faisons fonctionner Firefox. Je crois que pour ma part, il y a un gros problème de com dans tous les cas, quelle qu'était l'origine de la communication de ce sujet. Et donc, nouvelle formulation à ce stade, vous donnez à Mozilla des droits nécessaires pour faire fonctionner Firefox. Cela inclut le traitement de vos données, comme nous le décrivons dans la politique de confidentialité. Cela inclut aussi une licence non exclusive, libre de droit et mondiale, pour faire ce que vous demandez avec le contenu que vous entrez dans Firefox. Cela ne donne à Mozilla aucun droit de propriété sur ce contenu. C'est agréable de lire la dernière phrase, mais la confusion est apportée. Et honnêtement, je comprends pas trop pourquoi il y a cette confusion, pourquoi est-ce qu'ils se sont embourbés dans de telles évolutions, est-ce qu'ils pensaient raisonnablement et durablement que ça passerait inaperçu? Est-ce que tu as une idée, Cassim, de ce qui a pu se passer? Est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser Firefox? Nous qui le recommandions dans Tech Café. Quand je dis nous, je te mets pas forcément dedans, mais Guillaume Poggias pas là forcément. Non, bah alors, non, mais le marché des navigateurs, c'est un sujet en ce moment. Alors, je sais pas ce qui est passé dans la tête de Mozilla, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une rupture de confiance nette. Enfin, en fait, maintenant, c'est irrattrapable, quoi. C'est un peu ça le problème, c'est que en fait, tu peux dire non, désolé. Enfin, tu peux faire tous les non désolé que tu veux. C'est sûr. Le fait que ce soit passé un peu de façon discrète, le fait de supprimer des promesses et tout ça, sans les expliciter. Enfin, la rupture, elle est, la promesse et la confiance, elle est brisée. La bonne nouvelle, c'est que Mozilla Firefox est un logiciel libre et qu'il a des forks, donc c'est-à-dire des alternatives basées sur le même code source, mais qui ne sont pas contrôlées ou développées par Mozilla directement. J'allais te demander si tu avais des recommandations alternatives. Alors, justement, j'en ai une, j'ai juste oublié son nom, mais je vais la retrouver. Ah, mince. Mais c'est Flourp, voilà. Est-ce que tu en avais déjà entendu parler de Flourp? Pas du tout. J'essaye même de savoir comment ça peut s'écrire, comme ça se prononce. Flourp. Qui est tout simplement un navigateur basé sur Firefox. Donc si vous êtes habitué à Firefox, rien ne va changer pour vous.
Donc avec le moteur Gecko, c'est ça ? Exactement, donc c'est vraiment, c'est purement du Firefox, mais il est conçu de base pour justement être plus vigilant vis-à-vis de la vie privée. Et il me semble qu'il intègre tout un tas d'applications de base de blocage de publicité ou ce genre de choses qu'on retrouve très souvent dans des applications qui veulent justement protéger votre vie privée. Donc ça, c'est la première recommandation. Sinon, la recommandation plus usuelle, c'est de passer sur un autre navigateur, mais forcément, les autres navigateurs, ils sont tous basés sur Chromium. Donc, c'est pas forcément beaucoup mieux en termes de vie privée. C'est là la recommandation que je faisais, c'était surtout pour les gens qui sont déjà habitués à Firefox et qui cherchent un nouveau navigateur, qui veulent pas changer d'habitude. Du coup, ils vont passer d'un navigateur basé sur Firefox à un autre navigateur basé sur Firefox. Donc, c'est ça la recommandation que je pourrais faire. Voilà, moi j'avoue que à titre personnel, j'utilise Edge et Chrome pour le boulot, enfin Edge pour le perso et Chrome pour le boulot, avec tout un tas d'extensions type AdGuard pour virer un certain nombre de trackers. Bien sûr. Voilà. C'est... Comme beaucoup, j'imagine. Et c'est vrai que la confiance, elle est rompue. Et je voyais sur le serveur Discord, quand on parlait de ce sujet, les gens demandent tout de suite quelles alternatives, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent même pas à excuser une communication maladroite de Firefox. Donc ça fait mal au cœur. Ils n'avaient pas besoin de ça, je pense. On va terminer les affaires avec l'ultime sujet qui concerne Tech Café, parce qu'en ce moment, on est en train avec Cassim de converser grâce à Skype. On n'est pas à côté l'un de l'autre et on peut avoir cet échange avec une qualité cristalline et un enregistrement de sauvegarde sur le cloud grâce à Skype gratuit. Application lancée en 2003, rachetée en 2005 par eBay, racheté par Microsoft en 2011 pour 8,5 milliards de dollars à l'époque. On était loin des centaines de milliards qui concernent l'IA, mais c'était un très gros investissement à l'époque. Entre-temps, Microsoft Teams est arrivé. Microsoft a délaissé Skype. Skype, dont le nom était dérivé, j'ai fait ma petite recherche avant l'épisode, de Skype Peer-to-Peer, abrégé en Skyper, mais comme il y avait plein de noms de domaine qui étaient pris avec Skyper, ils ont viré le R et donc ils l'ont appelé Skype. En 2011, effectivement, Microsoft avait racheté Skype pour 8,5 milliards de dollars en remplaçant Windows Live Messenger. Donc, c'est pas le premier outil de messagerie de Microsoft qui est enterré pour un autre. Pourquoi j'en parle ? Mais parce que vous l'avez peut-être vu passer malgré tout ou pas, je sais pas, mais le 5 mai, ça s'arrête, il y aura plus Skype. Microsoft bascule tous les utilisateurs sur Teams. Alors, on est complètement en panique avec Guillaume Poggiaspala pour savoir quel outil nous allons pouvoir utiliser en remplacement de Skype. Il nous rendait des fiers services, il était fiable, il nous plantait jamais, il avait cet enregistrement de backup qui fonctionnait bien. Cassim, je suis très triste derrière toute l'émotion de voir ce service disparaître. Est-ce que tu as une reco pour moi pour remplacer Skype ? Après une reco pour remplacer Firefox. Non, malheureusement, alors pour le coup, effectivement, pour le cas d'usage très spécifique d'enregistrer des podcasts sur Internet avec un backup, etc., ça restait le meilleur outil. Il y a des alternatives, mais elles sont pas forcément toujours aussi fiables. En tout cas, je les ai jamais trouvées toujours aussi fiables, tel par exemple un Zencastr. Malheureusement, moi j'ai déjà pas très fiable. J'ai déjà eu quelques couacs. Le plus fiable, ça reste un Discord avec enregistrement, mais évidemment l'enregistrement reste local. Je sais pas s'il y a une capacité. Il y a des bots, Craig, j'ai cru voir passer. Mais Skype, c'est l'un des plus grands fails de l'histoire de Microsoft. Skype, c'est à la fois rater le passage à WhatsApp, c'est à la fois rater le passage à Zoom. C'est tout un tas de ratages successifs de la part de Microsoft qui pourtant, les gens, peut-être certains qui nous écoutent ne le savent pas car ils sont jeunes, mais Microsoft était le roi du monde au début des années 2000 pour ce qui était de la communication sur Internet en instantané, puisque donc avant Windows Live Messenger, il y avait MSN Messenger et ça a été le WhatsApp de toute une génération. Ça a été l'application numéro 1 sur Internet pour communiquer instantanément entre deux personnes. Tout le monde avait un compte MSN Messenger. Les seules petites alternatives de chez Yahoo et machin, honnêtement, ont jamais vraiment particulièrement décollé, surtout en France. En tout cas, en France, tout le monde, peu ou prou, utilisait MSN Messenger. Et MSN Messenger a fini par péricliter faute d'innovation de la part de Microsoft. Puis ils ont racheté Skype et quoi qu'il arrive, dans le lot, ils n'ont jamais réussi à faire le passage au smartphone. Effectivement, la force de Skype, c'était le peer-to-peer, c'était le fait que ça ne passait pas par des serveurs.
Puis quand Microsoft a racheté la chose, ils ont tout basculé sur des serveurs Azure. En termes d'infrastructure, ils ont changé mille et une fois l'infrastructure de Skype, qui du coup en tâche de fond était plus ou moins basée après sur MSN, justement MSN Messenger, mais ça n'a jamais vraiment marché. Bref, il y avait mille et une choses à faire avec Skype qu'ils n'ont pas faites, et c'est la fin, mais peu surprenante, hein, parce que vraiment le truc était moribond depuis longtemps. Voilà. C'était ce que je craignais et j'avais un secret espoir quand même de voir Skype durer encore un moment. Deux trucs qui faisaient que j'avais l'impression que ça pourrait continuer. D'une part, il y avait Copilot quand même, hein, qui était mis bien en avant. Donc à partir du Bien moment où une entreprise comme Microsoft met son IA phare dans un Oh oui. service, c'est que tu dis qu'ils ne l'ont pas oublié. Bon, ça n'a pas suivi. Et sinon, il y a un autre élément qui justifiait le fait que je pensais que ça continue à fonctionner, c'est qu'il y a énormément de tentatives de hack, en tout cas d'abus, avec des organismes de crypto qui viennent te solliciter et te mettre dans des groupes de force pour te vendre de la crypto. Là, je me disais, tant qu'il y a des arnaques dessus, c'est que ça marche beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Microsoft Ouais. le ferme, c'est qu'au-delà des problèmes de maintenance et de mise à jour, peut-être que ça fait des fenêtres pas très très recommandables de visibilité sur des services qu'ils veulent plus voir perdurer, quoi. Ah oui, un dernier mot. On a parlé la semaine dernière vous savez, hein, du sujet du chiffrement des données intégralement dans votre compte Apple au Royaume-Uni. Donc Apple ne permettra plus cette option au Royaume-Uni. Ils ont quand même déposé un recours, donc le sujet n'est pas complètement bouclé. On verra si des recours devant des tribunaux, et ça pourrait avoir malgré tout une forme d'écho. Donc il ne faut pas enterrer tout de suite le combat. On enchaîne un petit peu plus rapidement peut-être encore avec quelques éléments de matos. Difficile de passer à côté de la mise à jour des iPads avec l'iPad Air M3, l'iPad 11, iPad Air donc M3 avec Apple Intelligence rapide à fond. Un nouveau Magic Keyboard, toujours trop cher mais vraiment toujours trop cool pour ce type de produit. C'est les seuls qui arrivent à faire ce type de truc. Dommage qu'il soit à un prix Apple avec une rangée de touches fonctions qui était jusque-là sacrifiée. On ne sait pas trop pourquoi. Si, parce que c'est Apple. Pas de hausse de prix notable. iPad 11, donc le débile, hein, celui qui n'a pas Apple Intelligence, se voit doté du processeur A16 et il a 2 fois plus de stockage pour le même prix, 409 € pour 128 Go. Il est question d'avoir d'autres annonces, notamment MacBook Air. Peut-être qu'au moment où vous écoutez cet épisode, d'ailleurs, il y a des choses qui ont été annoncées. Peut-être pas grand-chose à dire, Cassim, mais tu sais, c'est la case obligée quand il y a des nouveaux produits Apple. On est obligé d'en parler dans Tech Café. C'est un peu la base de l'info. Je ne sais pas s'il y a des choses à souligner à ce sujet. Si, juste une seule chose, c'est Ah. sur l'iPad 11 qui est particulièrement pas cher et qui... parce qu'il n'y a pas que le nouvel iPad Air, je sais pas, il y a l'iPad 11 aussi qui a été renouvelé. Enfin, l'iPad 10 a été renouvelé en iPad 11. Mais il est bête, celui-ci. Il n'a pas Apple Intelligence, tu vois, il est stupide. C'est vraiment sa plus grande force, peut-être. Mais en tout cas, il a un prix raisonnable, puisqu'il a une 400aine d'euros, donc ce qui est le prix que j'attends d'un iPad classique, justement, et le prix que j'attends d'un iPad tout court, d'ailleurs. Et c'est un peu... Ça remet encore un petit peu de sel sur la plaie qu'est le prix de l'iPhone 16e, je trouve. J'aurais bien aimé qu'il y ait le même effort de fait sur le pricing sur l'iPhone 16e. Effectivement. C'est curieux quand même dans la gamme, parce que même l'iPad mini, tu vois, il a Apple Intelligence, mais je parle d'un point de vue communication, marketing Apple, parce qu'effectivement, dans les usages, vous avez compris depuis tout à l'heure, je ne suis pas encore complètement convaincu de l'apport ajouté par Apple Intelligence. Je trouve ils s'en sont pas encore là, mais je trouve qu'il y a une petite Xiaomisation d'Apple dans la mesure où les produits s'enchaînent. Non, mais les renouvellements de produits. Il y a un peu de marge. Oui, il y a un peu de marge, évidemment. Mais les produits s'enchaînent et se renouvellent à une fréquence quand même un petit peu frénétique de la part d'Apple, et on ne sait plus vraiment quelles sont les nouveautés, qui a quoi, quelle fonction arrive dans quoi. Non, je sais pas. J'ai l'impression que tous les 3 mois, on a. On est déjà à la puce Apple M4, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que tous les quelques mois, il y a au moins un MacBook, un iPad, un iPhone qui est présenté, une Apple Watch, un truc. Je suis assez d'accord. Et par contre, ça a un désavantage, c'est que je pense que d'un point de vue écologique, ça pousse à une forme de frénésie de la consommation et de la production qui est probablement pas souhaitable compte tenu de ce qu'on vit.
Ça a un avantage d'un point de vue purement consommateur, c'est que il y a de ça quelques temps encore, quand on voulait un nouveau MacBook, un nouvel iPad, peut-être pour les iPhones, ça reste encore évidemment toujours un peu le même rythme. On pouvait raisonnablement faire des conseils en disant: «Attends, cette année, il va être renouvelé, tu peux attendre un peu, c'est une machine que tu renouvelles moins souvent», et cetera. Maintenant, alors à moins voilà, d'acheter un iPad une semaine avant la rumeur de la mise à jour des iPads, c'est peut-être un peu con, mais sinon, finalement, il y a pas de mauvais choix quand on achète Non, c'est un clair. produit de ces gammes-là. Par contre, ça rend effectivement les choses un petit peu compliquées dans le choix, mais un petit mot du Guillaume du montage, alors que l'enregistrement de l'épisode, avec Cassim s'est terminé puisque, bah, comme, j'avais pu l'imaginer, Apple a fait des annonces, notamment le MacBook Air M4 avec, la RAM qui peut monter jusqu'à 32 gigas. Évolution notable, on peut connecter, 2 écrans externes 4K. En laissant, l'écran principal, du Mac en fonctionnement, ce qui n'était pas possible, avant. Il existe toujours en 13 et 15 pouces. Il y a une nouvelle couleur, bleu ciel, fort jolie ma foi, et il est globalement un petit peu moins cher qu'avant. Le 13 pouces commence à 1 199 € et auparavant il était à 1 299 €, donc c'est une baisse de 100 €. C'est une baisse de 100 € et pour le 15 pouces, il commence à 1 449 €, là où la précédente version commençait un petit peu plus cher, à 1 529 €. C'est rigolo de voir qu'avec le contexte géopolitique, on pouvait s'imaginer que des prix allaient augmenter. En tout cas, ça ne se répercute pas pour l'instant et le MacBook Air, M4 est, le 2e moins cher depuis, la fin de l'ère Intel. Après le M1 à son époque, il y avait une grosse hausse de prix avec le M2 et puis ensuite, ça a baissé et là, c'est encore, descendu de 100 € sur les entrées, de gamme des MacBook Air. Et puis, il y a aussi le Mac Studio qui est actualisé avec 2 versions. Il y a le M4 Max à 2 499 € en entrée, avec 16 cœurs pour le CPU, 40 cœurs pour le GPU, une mémoire unifiée à 128 gigas et un costaud juste à côté. Alors, même si les appellations sont un peu curieuses, hein, il y a M4 Max et M3 Ultra. Ne vous y méprenez pas, le M3 Ultra est bien plus puissant et il coûte 2 000 € de plus en entrée, 4 999 €, comptons 5 000 €, jusqu'à 32 cœurs de CPU, 80 cœurs de GPU et une mémoire unifiée de 512 gigaoctets. Je crois que le stockage est de 16 téraoctets. Évidemment, il sera, compatible avec les accessoires Thunderbolt 5, qui, offriront, des débits de transfert jusqu'à 120 gigabits par seconde. Donc voilà, la gamme des Mac, Studio et MacBook Air est actualisée avec les dernières générations de processeurs. À noter aussi, hein, ultime, clin d'œil, si jamais vous envisagiez de renouveler, votre appareil, de type MacBook et que vous n'avez pas besoin de l'ultime dernière version. Il faut dire que le M1 fait encore terriblement bien l'affaire. Il y a des affaires à faire sur le magasin reconditionné d'Apple, en tout cas en France, avec un MacBook Air M1 qui est à seulement 709 €, une machine terriblement actuelle. Vous la trouvez donc en reconditionné à partir de 700 balles. Le M2 à 749 €, ce sera probablement ma préconisation pour 40 € de plus avoir un M2. Le M3 à partir de 1 339 €. Voilà, je termine cette petite parenthèse lors du montage et je vous laisse à l'épisode. On va parler un petit peu du Mobile World Congress. Peut-être qu'on aura d'autres choses sur lesquelles on pourra revenir la semaine prochaine. Moi, il y avait quelques éléments sur lesquels je voulais m'attarder un petit peu. Je sais que là aussi, c'est le cœur des sujets que tu suis de très près, Cassim, donc je serais curieux d'avoir tes retours. Quelques tendances, enfin 2 tendances en fait que je voulais relayer. D'une part, sans rentrer dans les détails, hein, mais d'une part, des smartphones super fins qui arrivent. Alors, on avait commencé à les aborder avec le Samsung Galaxy S25 S25 Edge, Edge, si je voilà. dis pas de bêtises, qui n'est pas encore sorti et annoncé, mais qui avait été teasé et qui là a été un petit peu représenté. Puis il y a d'autres smartphones qui sont dans cette vision de l'ultra fin, donc en gros à moins de 6 mm d'épaisseur, juste en fait assez de place pour pouvoir y brancher un port USB tant qu'on a besoin d'y brancher un câble. On parlait d'Apple il y a une seconde, il y a évidemment les rumeurs persistantes d'un iPhone Air qui arriverait dans la gamme des iPhone 17, ce qui donnera encore une fois un petit peu plus de crédit à ta vision de la Xiaomisation de la gamme des produits Apple. C'est possible parce qu'il y a des nouvelles technos de batterie qui permettent de garder
une bonne autonomie avec la densité énergétique suffisante en fait pour ne pas avoir des trucs trop volumineux et garder des appareils qui ont une bonne autonomie. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que c'est vraiment quelque chose que je voyais arriver comme étant une espèce de prouesse technologique qui n'était pas vraiment quelque chose de très impressionnant sur le plan des usages et qui ne serait pas source de grand intérêt pour les gens. Et en fait, quand on lit les retours des personnes qui sont présentes et qui commencent à tester ce type de produit, les journalistes, vous les journalistes, on commence à se rendre compte que oui, il y a quand même une vraie différence à l'usage et que c'est un élément sur lequel on a peut-être du mal à revenir en arrière. Et puis ça présage peut-être aussi d'une plus grande démocratisation des appareils pliants, parce que quand on veut un appareil pliant, il faut quand même à la base qu'il soit plutôt fin. D'ailleurs, au passage, il y a Samsung qui veut absolument plier le game. Puisqu'ils ont présenté un appareil type Switch, mais pliante. J'avoue que là aussi, moi, ça m'emballe de m'imaginer que demain, on pourra avoir des consoles de jeux plus fines, pliantes, peut-être encore plus faciles à transporter pour les emmener en mobilité et profiter de bonnes performances. Donc, juste, je voulais relayer ça parce que ça a l'air d'être une vraie tendance qui commence à se dessiner et que ça souligne l'importance d'avoir des personnes qui prennent en main ce type de produit et qui nous expliquent en quoi ils font évoluer les choses. C'est pas juste une prouesse technologique de les faire plus fins. Et puis, je te laisse la parole juste après. La deuxième tendance que je voyais arriver, c'était celle des smartphones qui, ultra fins ou pas, intègrent le fait qu'on puisse y clipser de manière plus ou moins intuitive des gros objectifs, de gros appareils photo pensés pour ces smartphones. Donc, on clipse derrière, qui sont aimantés, connectés, et qui transforment le smartphone en presque vrai appareil photo avec les vraies qualités d'une captation optique telle qu'on peut l'imaginer. Alors certes avec l'encombrement, mais avec la possibilité de les détacher et d'emporter d'un côté l'objectif et de l'autre côté le smartphone et de faire un seul appareil, de ne pas avoir à acheter forcément un appareil photo avec le socle qui va bien. Donc spontanément, moi qui suis un peu fan de belles photos, je me disais ouais, c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et là aussi, les prises en main sont hyper importantes et les témoignages des personnes qui ont en main ce type de produit sont vraiment vitaux parce que le témoignage qui en est fait, au moins d'une partie des personnes, c'est que ok, c'est bien, c'est remarquable, mais en fait, à la prise en main, c'est pas pratique parce que tout le poids est déporté sur l'objectif et on n'a pas vraiment une prise en main d'un smartphone, surtout s'il devient extrêmement pliant, qui permettent de prendre des photos de manière confortable et même de manière qualitative. Donc voilà, ces deux sujets me paraissaient être des tendances assez rigolotes à souligner du MWC, qui ne sont pas exhaustives. Hein. Il y a peut-être plein d'autres choses à en dire et on reviendra éventuellement dessus si ça le nécessite, comme je vous le disais, mais qui démontrent à quel point c'est important d'avoir des personnes qui les prennent en main et qui témoignent. Donc tu vois, les salons 100% virtuels, comme on les envisageait avec le Covid, bon, définitivement, ils sont pas suffisants. Il faut au moins des salons physiques rien que pour ça. Je sais pas si tu voulais rebondir non, mais là-dessus. t'as pointé quand même, moi, ce que j'avais aussi identifié comme deux grosses tendances du salon. Je sais pas s'il y en aura d'autres qui se dessineront, parce qu'effectivement, je suis resté à Paris, donc je n'ai pas forcément le nez aussi proche des produits que mes confrères et collègues qui sont sur place. Mais c'est effectivement deux tendances que j'avais observées. Sur les smartphones fins, je suis assez d'accord avec toi, parce que moi, à titre personnel, ça me parle pas du tout comme évolution de design. Moi, je suis plutôt team autonomie, et je suis pas forcément dans la course à la finesse. Mais apparemment... Voire même, j'aurais peur que ça gagne trop en fragilité. Voilà. Mais apparemment, il faut bien admettre que, visiblement, pour les personnes qui ont déjà pris en main ce genre de smartphones qui sont en démonstration sur le salon, il y a un vrai effet waouh, futuriste, d'avoir l'impression d'avoir juste un écran en main, finalement, très, voilà, comme les films de SF nous ont montré depuis une quinzaine d'années, quoi. Donc, il y a ce côté waouh, donc pourquoi pas. Enfin, à voir, moi, je suis pas forcément convaincu, mais pourquoi pas. Et l'autre, c'est effectivement cette question des appareils photo. Je trouve ça assez intéressant. Alors visiblement, c'est pas encore totalement convaincant, mais je trouve ça intéressant dans la mesure où on sait que c'est le frein est physique à la qualité des photos sur nos smartphones, d'une part sur la taille du capteur et d'autre part sur les objectifs. Donc là, on répare au moins le problème des objectifs. Là où les smartphones ont un énorme avantage, c'est la puissance de traitement des images. Et la capacité à les stocker immédiatement en ligne, les traiter tout de suite sur l'appareil et partager, etc. Ce que fait pas un appareil photo. Donc si on peut encore réussir un peu à rapprocher les deux mondes, je pense que ça peut être intéressant, surtout avec ce côté très optionnel où du coup tu te retrouves avec un téléphone qui est, on va dire, d'apparence classique et au besoin, notamment chez Xiaomi, tu lui rapproches un vrai gros objectif qui intègre son propre capteur et qui se connecte un peu façon MagSafe à l'arrière du téléphone.
Et là, je trouve ça assez pertinent parce que c'est un accessoire et que du coup, je pense pour les professionnels, ça peut être pertinent sans devenir une contrainte pour le grand public qui a pas forcément besoin d'un truc aussi encombrant, quoi. Donc Évidemment. le meilleur des deux mondes un peu, donc je trouve ça intéressant. Après, je voulais juste apporter une toute petite précision sur ce que tu as dit sur Samsung, juste pour préciser que c'est Samsung Display qui fait les démonstrations et pas Samsung, Exact. ce qui est une précision un peu importante dans la mesure où ça veut dire que Samsung, ils n'ont pas présenté de console de jeu, quoi. Ils vont pas commercialiser une console de jeu, c'est juste Samsung Display, le fabricant d'écran OLED, qui a montré qu'on pouvait. De preuve de Voilà, c'est concept. des preuves de concept. Ils aimeraient que des constructeurs de consoles viennent sur le salon, parce que les salons professionnels, ça sert aussi à ça, pour signer des contrats et de dire ah oui, effectivement, c'est intéressant. Alors, je sais pas si Nintendo sera intéressé, mais peut-être une future. Nintendo, ouais, vous voulez pas nous faire une Nintendo Switch 2 pliante? Mais par contre, une future roguelike ou quelque chose de ce genre-là qui aurait, qui effectivement serait capable de se replier en deux au niveau du milieu pour un peu façon Game Boy Advance SP. Ça a effectivement peut-être un intérêt pour la portabilité, donc pourquoi pas. T'as vu d'ailleurs, c'est malin les joysticks qui dépassent, qui sont face à des trous de l'autre côté de la console. C'est marrant, c'est bien pensé. Il y a Nokia aussi au passage qui propose une nouvelle techno d'appel vocal. C'est vrai que c'est un truc qui n'a pas évolué beaucoup et moi je me plains encore parfois d'appels vocaux qui sont pas agréables. Il y a des enjeux pour les améliorer. Est-ce que ça a sa place avec les appels VoIP 100% data? Je sais pas. Ça me paraît compliqué à implémenter et à supplanter désormais avec la démocratisation de la VoIP, mais bon. Ça pourrait avoir des implications aussi sur la réalité mixte, la réalité virtuelle. Donc, voilà, peut-être d'autres tendances du Mobile World Congress. Dernier mot, 5G de l'espace, alors qu'on parle justement de connexion là, et d'appels vocaux. Donc, ce n'est pas directement à rattacher au Mobile World Congress, mais je voulais vous faire entreapercevoir l'idéal de la consommation du smartphone. Vous êtes en pleine nature, pas d'antenne 5G à l'horizon, vous êtes en pleine nature, mais peut-être en pleine forêt, en pleine montagne. Il n'y a pas d'antenne, pourtant, votre smartphone, il capte la 5G comme si vous étiez en ville, aussi bien que le Wi-Fi à la maison. Est-ce que c'est de la science-fiction? Peut-être pas pour longtemps, enfin, bon, ça mettra du temps à arriver. Eutelsat, qui est une entreprise franco-britannique qui bosse dans la connectivité avec les satellites, se sont mis en collaboration avec Mediatek et Airbus et ils ont réussi a priori une belle première. Ils ont établi une connexion 5G directe. Alors, il y en a déjà eu avec l'espace, mais il n'y a pas besoin d'éléments en plus. C'est-à-dire, c'est un smartphone complètement normal. C'est la 5G NTN pour Non-Terrestrial Network qui pourrait évidemment contribuer à éliminer les zones blanches en permettant une couverture mondiale. Ça ouvre évidemment la voie à l'interopérabilité entre les réseaux terrestres et spatiaux avec la 5G par satellite qui deviendrait accessible à tous et donc qui peut-être ne justifierait pas tant les développements de connexions pas 5G par satellite. Et puis par les temps qui courent, j'ai l'impression que ce type d'initiative est importante à souligner parce que la souveraineté technologique européenne m'a l'air d'être quand même un sujet brûlant et qui risque de le devenir. Donc, il faut qu'on souligne aussi ce type d'innovation. On va terminer cet épisode de Tech Café avec l'éternelle rubrique jeux vidéo. Un petit mot, Cassim, pour qu'on cale la date d'enregistrement. Tu me disais que tu ne serais pas forcément facilement dispo ce lundi soir, ce qui justifie qu'on enregistre en ce mercredi midi, même si on a le ventre qui gargouille. Parce que tu étais à un bel événement. Je veux bien que tu en partages 2-3 petits mots, que tu nous fasses ton petit retour sur ce type d'événement, c'est toujours chouette. Oui, j'étais tout le week-end à Lyon, à Spidon, qui en était à sa 5e édition, qui est un événement, alors je vais représenter un peu pour qui ne connaîtrait pas, qui est un événement caritatif qui a lieu une fois par an, un peu sur le même modèle, mais pas exactement que des trucs comme le Z-Event, on est Furax, et Tacos ou ce genre de choses. Donc c'est les événements où des streamers essayent de réunir un maximum dans une cagnotte. Là où c'est un peu différent, c'est que c'est pas 15 000 streamers en parallèle, chacun sur leur chaîne, qui font des trucs. C'est une seule chaîne, celle de Mister MV, qui était aussi rediffusée au Japon, en Allemagne et aux États-Unis à travers d'autres chaînes, qui filme une scène générale dans l'amphithéâtre, dans le Palais des Congrès de Lyon, où donc Speedon, c'est des jeux faits en speedrun, donc le plus rapidement possible grâce à des techniques plus ou moins, on va dire, l'exploitation de bugs dans le jeu, selon les jeux. Donc d'un coup, on se retrouve avec un
un Super Mario Kart 64 que l'on voit sur scène être réalisé les yeux bandés en quelque chose comme 20-25 minutes, un truc comme ça. C'est impressionnant. Ce qui est évidemment ultra impressionnant. Il y a tout un tas de jeux comme ça qui sont speedrunnés tout au long du week-end et pendant ça là on fait augmenter une cagnotte dont le seul bénéficiaire est l'association Médecins du Monde. Et pour le coup, Médecins du Monde est partenaire chaque année de Speedon parce que c'est vraiment ils participent à l'organisation de l'événement. Donc c'est un bien bel événement, c'est une bien belle initiative. C'est aussi un événement très bienveillant où pendant 4 jours, tu as toute une salle qui est au diapason de voir des jeux être réalisés très vite par des passionnés. Donc il y a un côté en plus de performance, il y a un côté très artistique, très performance, très sportif, tout en étant dans une culture de bienveillance. Quelque chose aussi, l'événement n'a pas hésité à le sous-entendre à plus d'une fois, quelque chose de un peu politique, hein, puisqu'on parle d'une association qui se bat pour les droits humains partout dans le monde, que ce soit en France, mais aussi aux États-Unis, à Gaza et en Syrie, etc. Donc partout où c'est nécessaire, et malheureusement, justement, c'est de plus en plus nécessaire. Donc c'est bien que ce genre d'événement existe. Et c'est un événement que je recommanderais. Alors, d'une part, si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil, je vous recommande au moins d'aller voir en replay le fameux run de Super Mario 64. Je pense que ça peut donner une bonne porte d'entrée avec un jeu quand même qui est assez connu dans cet univers-là. Et puis sinon, je recommanderais de suivre l'année prochaine parce que oui, il y aura probablement une prochaine édition de l'année prochaine. Et de venir, si jamais vous en avez l'occasion et la chance, de venir même physiquement, parce que c'est vraiment très cool d'être dans la salle pour suivre ça, quoi. Pour vivre l'événement. En plus, alors il y a peut-être un contraste à pas faire, tu vois, c'est d'aller sur la chaîne Twitch de Claude qui joue à Pokémon et après d'enchaîner avec un speedrun. Ça risque d'être un petit peu un challenge pour le cerveau. Ça, c'est un peu comme sauter dans la piscine, tu vois, sans t'être mouillé la nuque, quoi. Ça peut être un peu violent, quoi. C'est ça, c'est le même. L'analogie est excellente. Et puis un dernier petit mot, parce que ce serait dommage de ne pas le relayer non plus, mais c'est AMD qui a présenté des nouvelles cartes graphiques forcément attendues suite aux annonces de Nvidia qu'a offrir la concurrence. Donc avec les Radeon RX 9070 et 9070 XT, mais aussi la nouvelle architecture RDNA 4 et surtout, j'allais dire, le FSR 4 qui est, vous savez, cet algo qui améliore la résolution et le nombre d'images générées dans vos jeux vidéo. Mais cette fois-ci avec de l'intelligence artificielle, forcément, avec des nouvelles cartes AMD, d'ailleurs, où je remarque la nomenclature tend à se rapprocher de celle de Nvidia pour peut-être encore plus leur faire concurrence. Le FSR 4 qui ne serait dispo, si je ne dis pas de bêtises, Cassim, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais que sur ces nouvelles cartes AMD, donc pas de mise à jour pour les précédentes cartes Radeon. Des prix qui, moi, me laissent songeur. Alors, c'est pas tant les prix en tant que tels, les prix sont plutôt convaincants avec 549 et 599 euros hors taxe. Mais vous savez, c'est toujours les tarifs des cartes dans leur présentation. Il faut voir après à quel prix elles sont vraiment commercialisées par les fabricants. Mais il n'y a que $50 d'écart entre les deux. Et pour des vraies différences en termes de capacité, alors, des vraies différences en termes de consommation aussi, mais des vraies différences en termes de performance, en fait, je ne vois pas pourquoi, sauf à ce qu'on soit prêt à absolument rogner sur les performances pour avoir absolument une carte qui peut-être hypothétiquement serait plus disponible. On pourrait économiser 50 € dans ce type d'achat, je ne comprends pas bien. Évidemment, AMD qui met en avant, ils sont forts, une meilleure puissance par dollar que Nvidia. Donc en gros, à argent équivalent, vous avez plus de puissance que Nvidia. On aurait peut-être beaucoup à dire là-dessus. Et puis une préparation d'AMD pour un nouveau modèle, on s'y attend, qui vise le segment plutôt milieu de gamme, les 9060. Cassim, est-ce que les cartes Radeon, les cartes graphiques Radeon seront recommandables par la suite pour les jeux vidéo? C'est vrai que assez habituellement, quand on ne veut pas se compliquer la vie pour les recommandations de cartes graphiques, on a tendance, pour les PC, pour les montages de PC gamer, on a tendance à plutôt recommander du Nvidia.
Est-ce qu'elle se recommandable, celle-ci, selon toi? Alors évidemment, il faudra attendre les tests, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est peut-être enfin la vraie bonne occasion d'AMD. Alors on dit ça un peu à chaque génération malheureusement, mais j'ai envie d'y croire parce que on manque cruellement de concurrence. L'alignement des planètes est là. Oui, voilà, exactement. On manque cruellement de concurrence sur le milieu des cartes graphiques. Effectivement, on a tendance à recommander par défaut Nvidia parce que ils font le taf depuis longtemps, mais là, plus les années passent, plus Nvidia en termes de rapport qualité-prix, ça devient compliqué quand même. Donc on a vraiment besoin d'un concurrent solide et qui puisse justement jouer sur les prix pour aller un peu concurrencer Nvidia. Et c'est ce que promet cette nouvelle génération 9070. Il y aura encore des choses à aller vérifier parce qu'en fait, malheureusement, l'avance de Nvidia, elle se mesure aussi par tout cet écosystème logiciel en termes de jeux optimisés par les pilotes de Nvidia, compatibles DLSS, compatibles avec les fonctionnalités que propose Nvidia dans ses cartes graphiques. AMD, malheureusement, ils ont beau proposer le FSR, etc., ils sont un peu en retrait, il n'y a pas autant de jeux compatibles, mais c'est une question de temps, c'est une question de part de marché. Et pour le coup, du coup, je ne sais pas si j'arriverai à tout de suite recommander là comme ça une 9070 XT, mais j'ai l'impression qu'on est enfin dans la bonne opportunité où oui, peut-être que ça va être le cas, peut-être qu'on va recommander cette carte graphique face à l'équivalent de Nvidia. Je pense que sur le très haut de gamme, Nvidia va continuer de dominer parce que AMD a lâché ce segment-là. Mais sur ce segment plus agressif et qui est plus celui, on va dire, bon, c'est quand même les gamers enthousiastes, hein, mais qui est quand même un vrai segment du marché, donc qui est le segment 70 entre guillemets. Il y a moyen ouais, que AMD ait vraiment des vrais solides arguments. Après, effectivement, sur cette différence entre la 9070 et la 9070 XT, j'ai très peur que la réponse soit bon, je vais pas lâcher le mot arnaque parce que il serait un peu fort, mais que en gros que le chaland qui ait vu que les 9070 étaient recommandables se dirige vers une 9070, non pas à l'unité, je pense pas que ce soit le but, mais plutôt pour des PC déjà montés, tu vois, tu vas croiser dans ton Leclerc un PC à 1000 balles avec une 9070, tu vas pas faire gaffe qu'il y aura pas écrit le XT à côté et tu auras beaucoup de moins de performance. Et en fait, les $50 de différence, c'est surtout à mon avis, des marges beaucoup plus conséquentes sur le modèle, du coup, justement, moins cher, puisqu'il y a que $50 de différence pour beaucoup de différences de performance. À mon avis, c'est plus rentable pour AMD de vendre des 9070 que des 9070 XT. Mais pour le consommateur, j'ai l'impression que la 9070 XT sera beaucoup plus intéressante. Mais ça, c'est à vue de nez, j'ai pas les tests. Oui, c'est vrai que je me mettais pas à la place de celui qui livre des milliers de tours de PC pour le jeu vidéo, pour les magasins. Effectivement, sur une ligne complète à cette échelle-là, 50 balles de différence, c'est pas neutre, quoi. C'est bon. Mais pour le consommateur final, effectivement, on peut que, je pense, recommander de la XT si jamais vous avez un choix à disponibilité égale et si les prix se confirment à l'avenir, évidemment. Merci beaucoup, Cassim. J'ai éliminé des petites choses dans le conducteur qui, désolé, je pense, étaient super. Non, mais c'est aussi moi qui ai préparé de manière plus verbeuse des sujets. Peut-être que le fait aussi Guillaume Poggiaspala. C'est souvent lui qui prépare les épisodes de Tech Café habituellement. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cet enregistrement, d'avoir apporté ta caution des choses exemptes d'erreurs qu'on peut relayer dans le podcast. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver ? Déjà, on peut me retrouver sur frandroid.com, bien sûr, où j'écris tous les jours mes petits articles et où je fais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube et des émissions sur la chaîne Twitch. Donc, par exemple, jusqu'à 22h hier pour parler du Mobile World Congress sur la chaîne Twitch de Frandroid. Mais au passage, c'était très cool. On était plusieurs milliers de personnes, donc c'était en spectateurs, quoi. Donc c'était vraiment très très cool à vivre. Et sinon, on peut me retrouver sur Blue Sky, parce qu'il faut pas essayer de me retrouver ailleurs. On peut me retrouver sur Blue Sky @cassim.montia.fr. Voilà. Merci Cassim, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez aussi sur Blue Sky, sur le serveur Discord de Tech Café. Vous avez des liens aussi sur guillaumevendée.fr et je vais actualiser au fur et à mesure ma présence sur les différents espaces en ligne. Bien entendu, vous me retrouvez dans Tech Café, dans le podcast. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous pour vous y abonner. Je compte aussi sur vous pour aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé pour envisager
Un soutien si vous êtes convaincu que le podcast a un rôle important pour vous dans votre quotidien. Petite astuce au passage, j'ai vu, on peut télécharger les notes de paiement de Patreon pour les faire prendre en charge comme notes de frais. Si jamais vous considérez que ça vous apporte une information dans votre environnement professionnel, pourquoi pas auprès de vos RH. Envoyez-moi un message si vous voulez plus d'infos à ce sujet. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.